Cet épisode est une présentation de RTP Performance. Les cliniques RTP Performance se spécialisent dans la prévention de blessures sportives, la réadaptation et la performance humaine. Ces professionnels facilitent un retour au jeu rapide et efficace et contribuent au développement physique et d'athlètes de tout niveau. Leur équipe est composée de thérapeutes du sport, de physiothérapeutes, d'ostéopathes, de médecins du sport, de kinésiologues, de nutritionnistes et de préparateurs physiques. RTP est l'acronyme de Return to Play, l'objectif fondamental de leur clinique. Vous pouvez les retrouver à Saint-Lambert, Montréal, Laval ou simplement en ligne au rtpperformance.ca. Donc, 2P collés ensemble, rtpperformance.ca. Puis on vous invite évidemment à liker, les suivre sur leur page Facebook, Instagram et YouTube. Merci tout le monde, bon épisode. Fait que discussion avec Charles-Antoine Sinotte, journaliste à TVA. Oui. De quoi qu'on a parlé? On a fait un survol de son parcours. C'est quelqu'un de Trois-Rivières qui a joué pour 3 écoles secondaires différentes. Mm-hmm. On a parlé un peu de ça. On a parlé aussi de sa transition aux Diablos de Trois-Rivières où il a eu beaucoup de succès. Il a gagné 3 bols d'or de suite, si je ne m'abuse. On a aussi parlé de sa transition à partir de là à l'Université McGill, où il a à sa 2e saison, c'est la saison où il y a le record de plus de catch en une saison dans la ligue, encore à ce jour. Sinon, de quoi d'autre qu'on a parlé, Pierre? De la transition pour devenir journaliste. Lui, c'est ça qui est le fun aussi avec Charles-Antoine. C'est pour ça qu'on voulait l'avoir au podcast, là, c'est que généralement, on soit des joueurs, on soit des coachs, mais il y a d'autres mondes aussi qui ont, du pouvoir, mais qui prennent action, qui se font sentir dans ce milieu-là du foot au Québec. Donc, il est devenu journaliste après sa carrière de joueur. On a parlé de la pandémie, la gestion des ligues au Québec, les impacts que ça a eu, évidemment, sur sa carrière professionnelle. Mm-hmm. Tu penses à ça? Y a-t-il d'autres choses? S'il y a d'autres choses, comme d'habitude, les amis, pour nous encourager, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, soit sur YouTube, soit sur Spotify, soit sur Apple Music, soit sur Google Podcast. Peu importe où tu nous écoutes, dans la description ci-dessous, tu as le lien pour pouvoir accéder aux autres plateformes. Ça nous aide grandement de nous suivre. Si tu as les moyens de nous aider un petit peu plus, on a un Patreon aussi. Donc, pour 1 ou 2 $ par mois, tu peux nous supporter. Pour 2 $ par mois, tu vas voir les épisodes en avance. Sinon, Pierre... Sinon, on est le 18 quand on sort ça. On le dit-tu qu'on prépare une surprise pour le 25? On le dit pas encore. On dit pas qu'il n'y a pas de surprise le 25. C'est bon. Faut pas dire qu'il y a une surprise le 25. Exactement. Sinon, c'est pas ça. Si jamais... Shout-out ton équipe dans les commentaires. Shout-out ton équipe dans les commentaires. Dis-nous de quelle équipe... D'où tu viens? Tu nous écoutes, que tu représentes. Si tu nous découvres là, avec cet épisode-là, have fun avec les anciens épisodes si tu les as pas encore regardés. Il y a des très bons épisodes aussi à regarder. Puis c'est pas mal ça. C'est ça? On commence comme ça, les amis. Bon épisode. Podcast. Fait Charles-Antoine, merci d'avoir accepté de venir sur le podcast avec nous. Avec tout ce qui se passe cette année, premièrement, comment ça va? Ça va mieux. Moi, j'ai eu une bonne période d'incertitude. Toi aussi? Oui, je suis pas le seul, mais puis toutes les situations sont uniques. Mais ouais, pendant 7 mois, puis c'est la première fois de ma vie que j'ai eu autant justement de questionnements. Pendant 7 mois, j'ai pas vraiment travaillé. Il y a eu une grosse restructuration à TVA Sport. On animait une émission, un talk show sportif le matin depuis 3 ans qui a été mis sur la glace. 7 mois plus tard, a finalement été annulé. Mais pendant 7 mois, il y avait une incertitude complète. Ça a été vraiment pas évident, mais là, depuis 2 mois, je pourrais pas demander mieux dans les circonstances. J'ai recommencé à travailler, j'ai eu une opportunité en or. Déménagement, rénovation. Tu sais, quand il y a une tempête, habituellement, faut que tu sois en mesure de la gérer, de naviguer la tempête, puis après ça, tu te réorientes vers la prochaine destination. Là, c'est ça. Là. Après tout ce mouvement, on dirait qu'on est en train de se restabiliser, ma copine et moi. Donc, longue réponse, je dois dire, je vais quand même bien dans les circonstances. Ça reste que, tu sais, on fait souvent le parallèle avec des personnes qu'on reçoit, là, soit des coachs ou des joueurs que, tu sais, pour le fun, on leur fait calculer le nombre de saisons ou le nombre d'automnes qu'ils n'ont pas passé sur un terrain de foot. Oui. Mais ça reste que toi, c'est un peu la même chose. Là. Clairement.
t'étais pas sur le terrain, mais t'étais au match. Là. Ça fait combien de temps que t'as pas vu de foot En fait, je vais te répondre avec du foot universitaire américain. Ça devait faire 15 ans que j'avais pas écouté de la NCAA ou très peu parce que justement on était sur le terrain puis couverture des matchs. Le vendredi, on était en voyagement sur les différents sites du foot universitaire. Fait que de m'asseoir à 3h le samedi après-midi puis de voir du college football, tu vois, ça c'est complètement nouveau et différent. Mais ouais, l'automne, depuis toujours, comme tout le monde. En fait, moi, je suis privilégié parce que j'ai jamais arrêté. Donc, à partir de ma dernière saison universitaire, la suivante a été ma première à la télé. Puis à ce moment-là, je coachais également universitaire. Fait que j'ai jamais vraiment arrêté de mettre le pied sur un terrain universitaire le samedi. Ouais, c'est vraiment particulier. Je me souviens exactement où j'étais quand la saison universitaire a été annulée. Pour moi, c'était justement, je vous parlais de ma mise à pied de 7 mois. Le football universitaire aurait été l'opportunité pour revenir au boulot, recommencer à travailler. Fait que je me souviens que ça m'avait brisé le cœur, pour moi évidemment, mais en même temps pour tout le monde qui était touché de près ou de loin à cette décision-là. Donc ouais, c'est vraiment, vraiment un automne particulier, mais tu sais, comme tout le monde, t'en profites pour faire autre chose. Puis justement, moi, j'ai été dans des rénaux de maison, donc ça a bien tombé au final parce qu'il n'y a rien de plus lourd que des rénaux en continu. Puis si ça avait été mes automnes de 90 heures, honnêtement, probablement que j'aurais viré fou puis que ma copine en aurait subi les contre-coups. Ouais. Si on revient un peu dans le temps, on va parler un peu de ton parcours. Ouais. Parce que c'est intéressant, je pense. C'est pour ça que tu es là. Comment t'as commencé à être involved avec le football? Un coup de cœur en secondaire 1, moi je suis de Trois-Rivières, puis à l'époque, c'est encore le cas parfois, mais à l'époque tu ne pouvais pas jouer au football à l'extérieur de Montréal avant la première année du secondaire, visite au séminaire de Trois-Rivières, séminaire Saint-Joseph, donc le Varéard. Je me souviens, honnêtement je m'en souviens comme si c'était hier de cette visite, puis de la station de football où tu attrapais des ballons, puis quelques mois avant, ou je sais plus trop, je me souviens d'avoir écouté un match entre les Raiders puis les Steelers, j'étais vraiment jeune, puis écoute, j'étais pas un fan de foot à ce moment-là. Puis je me souviens d'avoir capoté sur les receveurs de passe. Puis ça a été ça dès le premier jour. Donc j'ai commencé en secondaire 1 à jouer receveur de passe. Mais moi, j'ai une année plus jeune que mon année scolaire. Donc en secondaire 2, ou en secondaire 3 en fait, on m'a demandé de jouer corps arrière parce que je pouvais jouer Benjamin en secondaire 3. Donc, j'avais 3 saisons de foot, puis c'était le printemps, alors qu'il y avait plusieurs qui commençaient. Fait qu'on m'a dit, parce que tu sais jouer, tu connais les règles, à ce moment-là, les jeunes, juste de connaître les règles, c'est particulier. On va te mettre corps arrière. Puis j'ai vraiment jamais j'ai jamais eu la piqûre pour lancer le ballon, alors que les coachs me disaient, tu comprends pas, tout le monde veut être carré, moi je veux attraper le ballon. Puis rappelez-vous, il y a 20 ans, Benjamin, c'était du sweep à gauche puis du sweep à droite. Là. Il y avait pas de ballon qui se lançait, mais j'étais fou, je voulais courir détracé, je voulais attraper le ballon à l'entraînement. J'ai vraiment, vraiment eu la piqûre à ce moment-là. Donc ça a été ça pour moi. Puis au secondaire, j'ai fait 3 écoles secondaires, enfin, puis 3 bons programmes de foot. C'est drôle parce que ça me permet aujourd'hui de mieux comprendre les puissances du football scolaire. J'ai commencé à secondaire 1 avec le Varéard, qui est quand même une institution du football depuis longtemps. Puis mes parents ont déménagé à Québec en secondaire 2, donc je suis allé au SSF. Puis j'ai joué pour le Blizzard, Père Boulay à l'époque et tout ça. Ça aussi, c'en est une autre institution. Puis après, on est revenu parce que c'était une année de travail seulement pour mes parents. Puis on est revenu à Trois-Rivières. Puis là, j'ai été fou du foot complet après une saison avec le Blizzard. Puis à ce moment-là, le sport-études football commençait à prendre forme aux Estacades, qui est également Trois-Rivières. Fait que j'ai fini mon secondaire avec les Estacades. Puis on s'est rencontrés au Collège Notre-Dame. J'ai fait mon stage en éducation physique Notre-Dame. Fait que j'ai fait un peu le tour de la première et la deuxième division juvénile dans mon parcours de foot. C'est des bons programmes aussi. Oui, c'est ça. Puis, fait que t'as fait 1 an carrière, après ça, t'es retourné receveur. Ouais. Puis rendu au cégep, tu sais, en plus, t'as 1 an plus jeune, ça veut dire que t'as joué 1 an juvénile? Ouais, j'ai juste joué une saison juvénile. Ouais, t'as raison. J'ai joué cadet en secondaire 3 et 4, juvénile en secondaire 5. Puis après, je suis allé au cégep à Trois-Rivières. Puis ça, c'était vraiment les années folles des Diablos. Pendant que j'étais là, on a gagné 3 bols d'or. L'année suivante, mes chums qui ont resté, alors que moi, je suis parti à l'université, ont gagné un 4e bol d'or de suite. C'était vraiment une puissance aux Diablos.
Puis ça a été des années incroyables. Mes meilleurs chums aujourd'hui, c'est des gars avec qui on a gagné le trophée 3 fois. Puis après ça m'a permis d'aller à McGill, ouais. Okay. Puis pourquoi McGill? Ça reste que c'est... Je pense que c'était bon aussi, là. Puis je dis pas que... Mais ça reste que tu dois avoir plein d'opportunités. Puis tu sais, pourquoi McGill? Est-ce que déjà, est-ce que c'était par rapport à l'école? Est-ce que c'était... C'était un concours de circonstances. C'est drôle, hein, parce que moi, l'année que je suis arrivé à McGill, c'était la saison qui suivait l'année annulée suite à l'initiation, le ballet, puis tout ça. On peut s'en parler longuement de ça, puis comment ça a pris des proportions ridicules. Mais ouais, fait que je suis arrivé l'année suivante en se rappelant que la saison avait été annulée à mi-saison par l'université et tout ça. Donc, c'était assez particulier. Je peux vous dire que mon initiation était assez tranquille. Ouais, mais, en fait, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, souvent, j'avais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Ouais. McGill, c'est la première équipe qui m'avait abordé. Puis, tu sais, j'ai vraiment, humblement, une belle carrière universitaire. Là, j'ai fait des choses que jamais j'aurais pensé faire parce que je n'étais pas nécessairement un joueur dominant au cégep. Jamais j'ai été sur l'équipe d'étoiles. Jamais j'ai gagné un trophée au juvénile non plus. Je n'étais vraiment pas un joueur qui sortait du lot du tout. Pas jamais été capitaine d'équipe. Rien. Je faisais mes trucs, c'était correct. Fait que McGill était venu me voir un match à John Abbott, puis j'avais une bonne performance. Puis il m'avait parlé ce jour-là. Puis ensuite, il y a eu Montréal, Laval, Sherbrooke, il y avait eu Bishop aussi. Mais je sais pas, ça m'avait laissé quelque chose au plus profond de moi, vraiment. Sans faire un mauvais jeu de mots avec l'initiation. Mais tu sais, il y avait le volet académique, assurément, ça a toujours été vraiment une priorité pour moi. L'anglais aussi qui m'interpellait, le volet international. Puis j'avais juste un bon feeling. Tu sais, oui, ça m'a permis de jouer rapidement. J'ai été partant à ma première partie, mais tu sais, souvent les jeunes le disent comment c'est prioritaire pour eux. Moi, je crois pas qu'il faut que ce soit un facteur parce que de jouer rapidement? Je pense pas que tu peux se vendre ça, premièrement, parce qu'il y a tellement de facteurs entre le moment que tu vends ça puis le moment que ça se réalise. Des facteurs personnels, des facteurs organisationnels, des blessures. En tout cas, tout ça pour dire que c'est une parenthèse pour dire que je trouve que ça, c'est vendre le rêve, là, alors que tu contrôles ta destinée, tu contrôles pas un rêve. Là. Mais finalement, oui, c'est sûr qu'au final, par la force des choses, peut-être parce que l'équipe venait de connaître une saison particulière, le programme était en reconstruction, oui, ça m'a permis de jouer rapidement, mais ça avait jamais été quelque chose qui était primordial pour moi. Puis ça a été de loin la meilleure décision de ma vie, alors que je suis rentré à McGill justement dans une crise, puis ça a été les années les plus noires, tu sais, depuis 4-5 ans, Ronald Hillard fait un bon boulot de rebâtir le tout, de ramener les anciens près de l'organisation, de recruter au Québec, blablabla, mais moi, quand j'étais là, ça a été vraiment, vraiment pénible, là. C'était épouvantable. Je pense qu'on a eu 2, peut-être même 3 saisons sans victoire, mais ça a été une expérience de vie hallucinante, oui, parce que ça m'a permis de m'épanouir, mais aussi parce que justement, j'ai eu un rôle de leadership que j'avais jamais eu. On m'a fait confiance comme personne m'avait fait confiance dans le passé. Puis en termes d'expérience humaine, sociale, c'est fou. J'ai des amis qui sont aux 4 coins de la planète maintenant dans des postes incroyables. Tu fais pas juste ça pour ça, mais c'est cool dans ces années-là formatrices de développer un réseau de contacts comme ça, de devenir vraiment complètement bilingue, à un autre niveau, bilingue fonctionnel. J'ai vécu en anglais au quotidien. J'avais une copine anglophone à l'époque. Aujourd'hui, ça fait partie de moi. Donc, en tout cas, longue histoire courte pour dire que ça a vraiment, vraiment été quelque chose d'ardu, mais en même temps d'incroyablement enrichissant. Ça te sort de ta zone de confort, 100%, c'est ça le but. Là. 100%. Ouais. Je me souviens, ma première année, puis à McGill, ils te permettent de faire tous tes travaux longs puis tes examens français. Puis ce que je faisais ma première année, parce que je faisais des lectures avec le dictionnaire, ça me drainait, c'était long puis tout ça, mais dès la deuxième année, je me dis, là, t'es pas venu ici pour avoir une béquille. Fait que oui, c'était complexe, ça te sortait de ta zone de confort, mais en même temps, justement, quand tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu te transformes, c'est là que tu apprends, que tu fais le plus de connexions significatives à long terme. J'ai le goût de... À moins que tu avais une question. Vas-y. Suite, là, mais pendant qu'on parle de McGill, là, toi, tu as joué pour les Redmen. Puis là, c'est plus les Redmen. Est-ce que tu es, j'allais dire, content du nom, mais ça t'a fait quoi que ça change de nom? Ça t'a-tu fait quelque chose? Est-ce que c'est... Moi, j'ai pas aimé le processus parce que
il était basé sur des choses. Moi, je pense qu'il y a eu des corrélations qui n'avaient pas à être faites. Tu sais, puis je comprends l'époque dans laquelle on est, puis je comprends le mouvement, puis il est essentiel. Les mouvements, je les comprends à quel point ils sont essentiels. Mais à un moment donné, il faut que tu t'assoies sur des faits, il faut que tu t'assoies sur du concret, puis il faut pas que tu fasses des liens boiteux. Tu peux pas. Moi, je pense qu'il y a eu un petit peu d'opportunisme pour défendre une cause qui est extrêmement noble. Là. Tu sais, vraiment, les Premières Nations ont été traînées dans la boîte, mais pas via le programme de football de l'Université McGill. Il y a tellement d'autres instances qui leur revendication était valable, mais pas celle-là. Parce que les Redmen, premièrement, le nom n'a jamais été associé à ça. Ouais, c'est ça. À un moment dans l'histoire du programme, il y a eu la tête du chef des Premières Nations qui a été utilisée comme logo pendant une saison. À un moment où est-ce que c'était extrêmement populaire de mettre de l'avant les Premières Nations, pas besoin de nommer les équipes professionnelles qui l'ont fait, et ça a été retiré parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un préjudice à ce moment-là. Donc, ça a été comme un logo qui a été utilisé pendant peut-être 2 ou 3 saisons, qui a été retiré parce qu'on a compris que c'était peut-être pas adéquat. Donc, on s'est assis là-dessus. Puis surtout à cette époque-ci, quand on part des mouvements comme ça, ils sont comme impossibles à ralentir. Puis j'aimerais le citer, mais je me souviens plus exactement de qui j'ai vu ça lorsque le nom Redbird a été annoncé. C'est bien, là, tout ça. Mais est-ce que tous ces gens-là qui ont travaillé pour détruire une institution du football, on se rappelle que le football a été en partie inventé à McGill, on s'entend, là, tu sais, c'est une institution qui dépasse l'université. Est-ce que ces gens-là vont être dans les estrades l'année prochaine? Ouais, c'est vrai. T'sais, est-ce que ces gens-là qui ont défendu corps et âme comme si c'était leur organisation vont être conséquents puis vont investir le même niveau d'énergie maintenant que le problème est corrigé? Vous pouvez me permettre d'en douter. Donc, ça m'a irrité parce qu'on n'a pas tenu en compte l'héritage pour 100 ans d'athlètes qui ont ça tatoué sur le cœur. Maintenant, une fois que c'est fait, il faut passer au prochain appel. Puis, tu sais, Redbird, on est dans une constante. Il y a des organisations, des programmes sportifs de McGill qui l'utilisaient dans les dernières années, l'équipe de baseball notamment. Le logo est présent partout. Donc, tu sais, c'est pas un gros changement au final, mais justement, est-ce qu'on n'a pas tout fait ça un peu pour rien? De mon point de vue, je suis un peu de cet avis-là. Puis, moi, j'ai joué au même moment que Francis Véropol, qui est un excellent joueur de hockey, qui était avec les Saguenay-Chicoutimi, qui a eu des opportunités pro dans la Ligue américaine en Europe, qui vient d'une réserve dans le nord du Québec, qui a été le premier à lever la main et dire « Attends des minutes, là. Moi, je suis un Redman dans la vraie vie, puis sur le terrain sportif, puis c'est pas du tout la même chose. Mais bon, je me répète, là, mais justement, ça a peut-être été pris hors contexte dans une époque d'opportunisme social. Parfois. Parce que c'est ça, moi, je n'ai parlé avec un ancien collègue coach, là, c'est ça c'est le premier qui m'en a parlé là, de ça, que ça a été mis tout dans le même paquet que il y a eu Hansik qui a changé de nom. Il y a les Indians de Cleveland avec le logo de Chef Wahoo, les Redskins. Mais c'est lui qui m'a dit les Redmen, ça avait par rapport, c'était pour les hommes en rouge. C'est la couleur du chandail. C'est ça, la couleur du chandail. Puis je pense qu'il m'avait dit même c'était la couleur de l'uniforme à l'époque des étudiants. Ça se peut-tu? Ouais, il y a un lien quelconque, mais c'est comme ça n'avait pas rapport. L'équivalent, mettons, actuel du rouge et or, du vert et or, du noir et or, les couleurs qui sont mises de l'avant. C'est ça. Fait que ça a été comme englobé là-dedans, puis ça... Mais c'est réglé, tu sais, puis dans le fond, l'important, puis c'est ça qui a peut-être été mis de côté, c'est que pendant quelques mois, même 2 ans, parce que ça a été quand même long le processus, on s'est un peu mis à dos les anciens, les alumni, qui sont la source principale de subvention, mais aussi de soutien du programme sportif. Puis c'est ça en est une autre chose qui est un peu... qui manque de conséquences. Encore, comme je disais, les défenseurs du mouvement ne seront pas dans les estrades, tout comme l'université qui a endossé le mouvement ne changera pas les sources de subvention. Et une partie des sources de subvention, c'est les anciens qui ont décidé d'arrêter de donner de l'argent parce qu'on a brimé leur identité sportive pendant 2 ans. Et oui, ils vont finir par revenir parce que les coachs travaillent fort, parce que ils savent que c'est pas la faute des équipes. Au final, c'est les jeunes qui écopent, parce que comme dans n'importe quel problème sportif, c'est les jeunes qui écopent. Malheureusement, au nom de la défense des droits humains, on a oublié bien des éléments dans cette situation-là. Puis au final, c'est sur le terrain que ça paraît, comme tout le temps. Ouais, c'était une bonne parenthèse. En parlant de jeunes qui écopent,
dans tout ce qui est... je voulais avoir ton avis là-dessus. Dans tout ce qui est gestion de... Il va-tu avoir une saison, il va pas avoir une saison. Dans le reste du Canada, je pense que c'était au mois de juin, je pense, si je ne me trompe pas. Ils avaient annulé... Ils avaient annulé toutes les activités. Nous, on a pris un peu plus de temps. Puis là, c'est arrivé en septembre, si je me souviens bien. 14 septembre. 14 septembre pour l'université, là. Comment tu penses... Comment tu as trouvé ça, la manière qu'on a géré ça avec tout ce qui se passe? Mais si on revient en arrière au moment où est-ce que les autres conférences ont levé le drapeau rouge, moi, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu hâtif. Au final, ils auront eu raison. Donc, j'étais à l'aise qu'on se laisse une marge de manœuvre. Le problème, puis c'est souvent le problème récurrent, c'est qu'on se laisse une marge de manœuvre puis on attend la dernière seconde. C'est qu'il s'est passé, tu sais, je me souviens pas exactement, là, mais tu sais, c'était au printemps là, que les conférences de l'Ouest, de l'Ontario puis les Maritimes ont annulé la saison. Mais entre le printemps puis la fin août, il s'est passé énormément de mois où est-ce qu'il aurait dû avoir, encore une fois, un leadership. Tu sais, ça revient toujours à la même situation. Tout le monde se pointe du doigt, mais il y a très peu de gens qui sont décisionnels. Puis je vais répondre à ta question en faisant un petit aparté, mais moi, j'ai été coordonnateur du sport universitaire au RSEQ pendant 2 ans. Donc, c'est moi qui avais la fonction au RSEQ de gérer le football universitaire, les horaires, les statistiques, les honneurs individuels, les révisions vidéo, tout ça. Puis, j'ai été directeur technique de la fédération de football. Fait que j'ai connu l'administration sportive. Puis, souvent, à tort ou à raison, ben, on pointe du doigt le RSEQ. Le RSEQ fait rien. Le Football Québec fait rien. C'est souvent vrai. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est pourquoi ils font rien. Pourquoi c'est si long? Puis le problème, c'est que tant le RSEQ, les employés, que Football Québec, les employés, ne sont pas décisionnels. Selon la structure de gestion, n'ont pas le droit de prendre des décisions. Qui peut prendre les décisions? Les universités, dans le cas du RSEQ universitaire, en démocratie complète. Dans le cas de Football Québec, le conseil d'administration, qui est, la dernière fois, j'ai vérifié 19 personnes qui représentent le football midget, le football bantam, le football cadet, le flag football, les arbitres. 19 personnes qui doivent en arriver à un consensus. 9, 10, 11, 12 universités, dépendamment du sport. 5 dans le cas du football, qui doivent s'entendre. Le RSEQ et Football Québec est dans le milieu, puis joue le rôle, dans le fond, de secrétaire bonifié. Tu sais, j'ai rien contre les gens, là, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est ça pareil. C'est de dire, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? On prend une décision, oui? Est-ce qu'on prend? OK, ben je vais la communiquer. Donc, parce qu'on est toujours en train de se lancer la balle, puis parce que lorsqu'on prend, puis c'est des décisions importantes, là, on s'entend, là, personne ne connaissait l'avenir. Dans n'importe quel domaine de la société, les gens avançaient à tâtons là-dedans. C'est pas facile à faire, puis là, tu demandes à tout le monde d'être d'accord ou pas. Mais quand une démocratie, c'est bien dans une société, mais dans une prise de décision, ça rend le processus extrêmement long. Parce que dès que tu prends une décision, par exemple, financement universitaire, mettons un cap salarial au programme universitaire ou un nombre de coachs à temps plein maximum. Si on dit hey, ça devient 4, qui va lever la main pour dire ça n'a pas de bon sens en premier? Ben, le Rougeard, les Carabins, c'est normal, c'est de l'acquis, on ne veut pas niveler par le bas. Mais c'est parce qu'en même temps, ça pourrait aider une université comme Bishop qui en aurait eu besoin à un certain moment. Et vice-versa. Donc, ces conversations-là mènent nulle part parce que tout le monde tire la couverte de son côté. Puis là, à un moment donné, on fait, ben là, on n'a pas d'unanimité, on n'a pas de consensus. Fait qu'on va faire quoi? On va étudier la question en comité. Vous avez probablement souvent entendu parler, ouais, on va envoyer ça à un comité. Moi, j'en faisais des plaies, ce mot comité-là, parce que c'est toujours ça, la décision. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé pour revenir à la pandémie? Ben, le début août, on va se donner jusqu'au 15 août. 15 août, on va demander à un comité médical de vérifier. 22 août, on va attendre la perspective des recteurs. Donc, tout le monde voulait être consulté parce que c'est comme ça que le sport fonctionne. Puis cette notion-là vient souvent traditionnellement au Québec. Tu sais, les loisirs, le communautaire au Québec, c'était l'Église. Là, je prends une grosse parenthèse, mais tout est lié quand même. C'est l'Église. C'était de la participation. C'est aider les gens à offrir des services communautaires. Le communautaire, ben, il n'y a pas personne qui décide. C'est ouvert à tout le monde. Puis c'est parfait. C'est nécessaire dans certains volets. Mais là, quand tu arrives avec de la compétition structurée comme du football universitaire, du football collégial et autres sports, ben, à un moment donné, il faut que tu aies un chef. Il faut que quelqu'un lui dise ça va être ça, puis on va le faire, puis ça plaira pas à tout le monde. Mais
permettez-moi d'avancer dans cette direction-là. On va prendre des risques, on va essayer des nouvelles choses. Au début, ça va être tough, mais comme n'importe quel changement, à un moment donné, ça va nous amener au prochain niveau. Fait que ça stagne. Puis là, on repousse, puis on arrive au 14 septembre, alors que tout le monde fait « Hey, pouvez-vous nous dire quoi faire? » Faites juste, pas grave qu'on annule, mais dites-nous-le. Puis là, c'est ça, tout le monde... Puis que là, tu gères tellement mal l'histoire, l'image, parce que tout le monde est frustré au lieu de rallier tout le monde. Puis c'est souvent le cas, tu sais, quand on demande pourquoi il n'y a pas une Super Ligue universitaire au Canada, pourquoi que, justement, on prend pas... Pourquoi c'est toujours la même... Parce que moi, j'ai joué au foot universitaire jusqu'en 2005-6. En 2020, en 2021, ça n'a pas changé, à part le départ de Bishop. Puis Bishop, moi, j'ai jamais été contre leur départ parce que finalement, quelqu'un faisait quelque chose. Ouais, exact. Par manque de nouveautés, on disait, là, vous voulez rien faire, nous, on va faire quelque chose, on va s'en aller. On va faire ça à notre manière. Mais c'est toujours la même chose. Fait qu'on fait du surplace alors que le sport pousse partout. Mais c'est qu'on se dote pas d'un organe décisif. Fait que c'est pas de la faute du RSEQ parce que pour que le RSEQ change de façon de faire, il faut que tous les membres... Fait que c'est un cercle vicieux. Il n'y a pas de changement parce que la structure est mal faite. Puis le processus décisionnel ne change pas parce que c'est la même structure qu'il faudrait qu'il décide d'un changement. Fait que ça, c'est un gros problème du sport. Puis dans la pandémie, là, dans tous les domaines, la société a exposé les faiblesses. Ouais, exact. Dans les CHSLD, dans les hôpitaux, dans les écoles. Ça, je le dis souvent, ça. Mais dans le sport, ça a été la même chose. Puis on le voit encore en ce moment. Tout le monde est là, puis personne ne fait rien parce que c'est trop compliqué de prendre des décisions quand c'est un paquebot qu'on doit tourner de bord pour faire un mini changement de règlement. C'est drôle parce que ça a été annulé le 14 septembre à l'université. Moi, je sais pas si c'était pour ça, mais d'après moi, c'était pour ça, parce que c'était la date limite aussi pour les étudiants pour annuler leurs cours, prendre leur cours, leur choix de cours. C'est-à-dire que là, s'il y a des étudiants qui t'annulent la saison 2 jours plus tard, puis là, ils sont comme, ben là, avoir su, j'aurais pris 3 cours de plus, ou vice-versa, tu sais. Tandis qu'après ça, on l'a vu, ça a été annulé le 14 septembre à l'université, mais au cégep, au secondaire, il n'y avait pas de date limite, fait qu'on vivait encore de l'espoir jusqu'à... Puis il y a eu des matchs, là, tu sais. Puis il y a eu des matchs, puis, tu sais, là, ça, c'est un autre débat, là. Est-ce qu'il y aurait dû avoir des matchs? Puis il y en a eu quand même tard, là. Mais tu sais, ce qui est fou, c'est qu'au final, c'est une chance qu'il n'y a pas eu de saison. Ça aurait été une catastrophe de gestion, là. Tu sais, avec ce qu'on a vu puis ce qu'on voit aujourd'hui, ça aurait été... Le chaos, là. Complet. Ça aurait pas fini. Il y aurait pas, même s'il y avait eu des matchs, il n'y aurait pas eu de fin de saison. Là. Ça aurait fini. Exact. Puis comment tu gères les cas? Tu sais, ça aurait été une catastrophe. Puis tu sais, il y avait ça. C'est drôle parce que moi, je voyais, tu sais, j'étais biaisé. Je souhaitais des matchs, même si je voyais bien que ça n'avait pas de bon sens parce que je voulais qu'il y ait du foot, je voulais travailler. C'était 100% selfish. Mais à ce moment-là, tout le monde devient un peu en mode individualiste. Là, exact. Mais tu sais, les universités jonglaient avec tout ça. Puis moi, je leur avais dit, tu sais, si vous... pas je leur avais dit, mais des gens impliqués, j'aurais dit, tu sais, il y a une chose qui penche en faveur d'une saison, pour vous, c'est qu'il n'y aura pas de sport au Québec. À partir de la fin octobre, en novembre, il n'y aura aucun sport. On le voit en ce moment, il n'y a pas de sport. Là. Il y a la NFL aux États-Unis. Vous allez être les seuls. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a une vision un peu capitaliste là-dedans de dire on va prendre toute la place et la visibilité. Sauf qu'en même temps, ça vient avec les deux côtés de la médaille. Tu as toute la visibilité. Si ça se met à mal aller, t'es dans l'œil du public puis t'as l'air fou. Puis là, encore une fois, je ramène ça à la pyramide décisionnelle. Le recteur en haut, là, lui, il protège l'emblème, l'institution, la renommée, la réputation, parfois internationale de l'université. C'est sûr que ça a joué dans l'équation. Fait que c'est ça. Le reste du Canada a peut-être annulé vite, mais nous, clairement, on a attendu, on a stretché. Mais tu vois, je sais pas, on le saura jamais. Mais moi, ce que je suis le plus content, puis il y a un paquet d'inconvénients, notamment pour les jeunes. Tu sais, je pense à un jeune du Saguenay qui a décidé d'aller jouer pour les Carabins, qui a commencé son université, même pas son université, qui a commencé sa nouvelle vie à Montréal. Tu sais, c'est pas évident de partir du Saguenay, de l'Abitibi, puis la première fois de ta vie, tu débarques à Montréal. Juste ça, le laisse faire l'université, c'est énorme. Là. C'est un changement culturel, c'est un changement d'habitude de vie. Ça va vite. Là, là tu pars de ta ville. Habituellement, tu es accueilli par un groupe, une équipe de football qui t'intègre. Après ça, tu es accueilli par une université. Là, tu te fais des liens, tu as un environnement, tu as une structure. Ça roule. Là, tu fais quoi? Tu es dans ton appartement, dans ton 3,5 de NDG, Côte-des-Neiges.
T'es loin de chez vous, là. Puis tu fais des cours en ligne, t'es loin de chez vous, là. Fait que ça a été... C'est sûr que ça, c'est épouvantable pour les jeunes. Puis de toute façon, dans tous les jeunes en ce moment, ils subissent, là. C'est une tragédie. C'est une tragédie sociale, ça, c'est clair. Mais je suis content, puis c'est là que je voulais en venir, parce que peut-être que vu qu'on a stretché jusqu'au plus longtemps possible, à moins que je me trompe, les coachs n'ont pas perdu leur job. Tu sais, puis on a travaillé fort tout le monde pour que les entraîneurs, pour professionnaliser le métier d'entraîneur, qui aille au Québec, écoute, j'ai pas le chiffre, là, mais mettons, probablement 45, 50 gars, peut-être filles éventuellement, on le souhaite, qui gagnent leur vie avec le foot. Là. Ramenez-vous en arrière il y a 10 ans. Là, c'était, encore une fois, je ramène le communautaire. C'était communautaire, coaché. C'était de l'implication bénévole. Fait que, tu sais, parce que ces gars-là, ils devaient être présents jusqu'à la toute fin. D'un coup, que la saison commençait le 21 septembre, il fallait qu'il y ait des coachs. Mais je suis content aussi de voir que les universités ont backé leur monde puis qu'ils n'ont pas sabré dans le personnel de soutien parce que, clairement, ils ont des pertes financières énormes, là, l'université. Mais est-ce que tu penses que si on n'avait pas stretché, il y aurait probablement eu des... Parce que ça, peut-être, mais ça reste que c'est clairement pas le bon move parce que plus que jamais, ces joueurs-là, ils ont besoin de leur coach. Ça reste que c'est le lien pour la grande majorité de ces joueurs-là avec l'Institut. Là. C'est vers eux qui se tournent, c'est vers eux qui... Tu sais, on a parlé à Mathieu Pronovo qui s'occupe du soutien académique avec les Carabins. Ben lui, si demain matin, il coupe son poste parce qu'il n'y a pas de foot, ils n'ont pas compris. Là. Ben exact. Ben oui, t'as raison, mais ça, c'est ta perspective. Après ça, quand t'es un gestionnaire, puis on dit là, c'est parce que t'avais anticipé des revenus X. Puis parfois, une portion des revenus, c'est la présentation de match. Là, c'est quand même fondamental pour les organisations. Mais aussi, t'as une portion de ton budget qui vient des cotisations étudiantes pour des frais afférents et tout ça. Donc là, t'sais, c'était possible aussi que dans les frais afférents, parce que ça ne devient pas des frais essentiels, on coupe sur le sport. Il y a moins d'étudiants également. Clairement, il y a eu une petite baisse d'inscription dépendamment des niveaux. Moins d'étudiants, moins de frais afférents. Il y a tout ça encore une fois, je ramène ça. C'est pas pire au foot que dans la vraie vie. Là. Tous les domaines ont vécu cette incertitude-là. Fait que oui, tu as raison, mais ça aurait été possible qu'un gestionnaire fasse hey, c'est pas parce que je veux vous mettre dehors, là, mais là, je suis menotté, puis on me dit de diminuer de moitié mon budget. Ben, ça se peut que l'entraîneur à temps plein de la ligne à l'attaque, qu'on adore, là, mais ils ont pris la bonne décision. Puis je suis content de ça. J'ai une chance. Ouais. Et là. Si on parle de recrutement, tu le dis que toi, tu as eu ton recrutement quand tu étais à l'Université McGill d'une certaine manière à cause de l'époque à laquelle ça s'est passé. T'sais. Si puis en ce moment, on est en plein dans le recrutement. Puis là, c'est vraiment partout sur les médias sociaux. Si tu devais refaire ton recrutement, si tu devais te mettre dans la peau d'un jeune, qu'est-ce que tu penses que tu ferais de différent ou qu'est-ce que tu t'assurais qu'il soit fait si tu devais faire ce processus-là aujourd'hui? Tu vois, je pense que c'est difficile d'avoir un modèle qui s'adapte à tout le monde, un one size fits all, parce que pour moi, tu réponds à une méthode selon ta personnalité. Comme les gens aiment se faire vendre une auto d'une façon ou d'une autre, c'est de la vente. Là. On s'entend, on sera jamais de cachette. Tu vois, moi, puis c'est drôle, tu parlais de McGill, on m'avait dit, on te promet, on te garantit qu'on est intéressé à toi. On te veut. On le sait. Tu le sais. Ça changera pas. On tape. Puis je me souviens clairement que je connaissais, tu sais, à ce moment-là, c'était plus embryonnaire, le coaching à temps plein, donc le recrutement massif, là, tu sais, insistant et tout. Il n'y avait aucune règle. Là. Puis on m'avait dit, on ne t'appellera pas à tous les 3 jours. Je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Ben, c'est normal, tu sais, je comprenais. Mais parce que c'était les premiers à avoir recruté, j'avais aucune idée. Après ça, est arrivé l'Université de Montréal. Puis Marc Santerre a fait des miracles pour ce programme-là. Il a été adoré par ses joueurs. C'est un grand homme du football au Québec. Mais à ce moment-là, eux commençaient la nouvelle façon de recruter, puis de rentrer dans la tête du monde, puis leur faire miroiter un rêve. Ben, c'était pas un rêve, c'était la réalité. Mais de le vendre, puis de cogner sur le clou, ben, je me faisais appeler. C'était Pat Gregory qui est à John Abbott. Je pense qu'il est toujours à John Abbott. Super gentil, excellente relation avec lui, mais son mandat, c'était de toujours être dans mes oreilles pour que le nom des Carabins soit au haut de la liste le plus souvent possible. Puis ça en était ridicule. Il m'appelait, comment ça va? 2 jours plus tard, comment ça va? Ça va aussi bien que lundi. Là, je veux dire, je suis au cégep, ma vie n'est pas si palpitante que ça. Puis ça en était essoufflant.
Puis je me souviens d'avoir aussi, tu me parlais tantôt pourquoi j'ai choisi Miguel, ben, d'avoir valorisé quelqu'un qui me fait confiance, qui me dit la vérité, qui me dit regarde, ça va être correct, mais qui ne m'harcèlera pas après. Puis tu sais, je pense qu'il y a eu des règles dans les dernières années au collégial, secondaire pour empêcher justement ce processus de vente-là. Puis j'ai jamais eu rien contre les coachs qui ont adopté cette approche-là parce que au final, il n'y a pas de sécurité d'emploi. Tu es payé selon le pointage sur le scoreboard, puis le pointage vient avec du recrutement. Fait que c'est sûr que tu vas tout faire. Mais en même temps, si tu vends à un jeune une éducation, puis c'est souvent ça qu'on fait, puis aux parents, c'est pas juste un joueur de foot, on va lui permettre de devenir un homme. Ben, devenir une personne équilibrée, c'est de transmettre des bonnes valeurs. Puis harceler quelqu'un, puis monter une structure, puis le convaincre, puis de l'appeler, puis les parents, puis les amis, puis le texto, puis envoyer un chandail. C'est pas du concret, ça. C'est des artifices. Tu sais, c'est pas ça l'important. L'important, c'est quel genre d'humain va t'encadrer, quel genre d'organisation, blablabla. Fait que c'est drôle que... Je pense que c'est de moins en moins pire parce que les gens se sont rendus compte qu'il y avait de l'excès, là, tu sais. Surtout quand c'est des jeunes de 15 ans. Tu sais, moi, à l'époque, j'avais 20 ans. Là. Quand t'as 14, là, l'universitaire, c'est moins... Tu parles avec le joueur beaucoup plus, là. Dans le sens qu'il est capable... Il l'a déjà vécu aussi avant au cégep. En plus, c'est un jeune adulte, là. C'est pas un adolescent qui... Tu sais, comme adolescent, tout ce que tu veux, c'est d'être accepté, d'être aimé. Puis, fait que là, que quelqu'un qui te bécote tous les 2 jours, là, tu t'aimes ça, tu sais, mais c'est pas pour ça que tu devrais choisir un programme, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, comme meneur d'homme, un entraîneur devrait avoir assez de respect pour le jeune pour lui dire la vérité, puis pas y vendre le crémage, ils vendent les ingrédients pour faire un bon gâteau, tu sais. Puis je pense que ça devient de plus en plus encadré. Tout le moins, c'est ma perspective, mais c'est comme n'importe quoi. Ouais, non, c'est ça, ben oui. Il va toujours avoir de l'exagération. C'est compliqué aussi, là. Tu sais, là, les gars, n'importe qui se fait recruter, là, en ce moment, là, qui font des choix à l'université ou de cégep, ils n'ont pas joué, là. Ils ont le goût... ils ont le goût de tu sais, on dirait... Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des jeunes qui font des choix parce qu'ils ont l'impression que ça les rapproche plus rapidement du terrain. Ouais, j'imagine. Puis tu sais, c'est quasiment... Tu sais, cet automne, j'ai eu le... Je me suis impliqué avec 2 écoles secondaires, ça arrive sud. J'avais du temps, justement, je travaillais pas, puis je m'ennuyais... Merci, c'est gentil. Je m'ennuyais du coaching, tu sais. Quand j'ai arrêté de coacher, je coachais à McGill. J'étais en amour avec ce rôle-là, mais là, j'avais à choisir entre la télé puis le coaching. Et j'avais arrêté, pas de gaieté de cœur, parce que j'avais pas le choix. Je pouvais pas être à 2 matchs en même temps le samedi. Puis je m'étais toujours dit que dès que j'aurais l'opportunité de coacher, je le ferais. Fait que, quand Où est arrivé, ben, j'ai offert bénévolement. J'étais récemment déménagé sur la Rive-Sud à des programmes. Si vous avez besoin, humblement, je vais faire ce que vous voulez. Je voulais être sur le terrain avec des kids, dans le fond. Puis j'ai vu un peu la déception de ces jeunes-là, puis les finissants de secondaire 5, justement. Puis, tu sais, c'est comme, il y a eu tellement un gros vide, à un moment tellement clé de leur évolution humaine puis sportive, que tu te mets à douter, c'est clair. Hey, j'ai pas joué, est-ce qu'on va me recruter? Puis là, c'est sûr que les grandes vedettes, tu finis par le savoir, mais il y en a plein des jeunes qui n'ont pas été des stars, mais qui méritent de jouer le collégial. Là, dès que quelqu'un, justement, te met à te dire que t'es bon, tu peux t'accrocher à ça, puis prendre, comme tu as dit, une mauvaise décision, parce que dans le fond, tu as un vide à combler. Quelqu'un s'amène avec ce que tu n'as pas eu depuis 12 mois, parce que ça fait 1 an que ces jeunes-là n'ont pas joué au foot, puis dit hey, non, t'es bon, puis on te veut. Ça se peut que tu tombes sous le charme à un moment où est-ce que tu es un peu vulnérable. T'sais. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise décision parce qu'on ne saura pas. Peut-être qu'ils ont pris la bonne décision. Ouais. Ça aussi, je pense que ultimement, choisir un cégep là, dans le recrutement, c'est tough de se tromper, mais tu vas avoir du fun dans n'importe quel cégep. Tu vas rencontrer des bonnes personnes, tu vas rencontrer des tout le monde veut ton bien. Là. Je pense que fondamentalement, du monde au Québec, là, il y a... oui, il y a des coachs qui vendent du rêve, mais s'ils te recrutent, puis je pense pas qu'on est loin de l'époque où il y avait du monde qui se faisait recruter parce que je veux pas qu'il aille avec l'autre équipe, j'aime mieux qu'il soit sur mon banc qu'il joue contre moi, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression que dans le contexte qu'on est, il y a des jeunes qui peut-être prennent des décisions plus vite. Moi, je vais te le dire aussi là, par rapport au cégep, là. Puis, tu sais, j'étais la génération juste avant que les entraîneurs collégiaux se mettent à recruter provincialement. Puis, j'étais encore de cette
mentalité-là, puis je suis sûr que j'ai plein d'amis coachs collégiaux qui détruiraient peut-être mon argument, mais j'y crois quand même parce que c'est même pas un argument sportif. Moi, je pense qu'à l'âge que tu as quand tu arrives au cégep, là, tu devrais aller au cégep près de chez vous. Il y a toutes sortes de situations familiales, il y a des exceptions. Mais à 16 ans, 17 ans, si tu as un programme de football quelconque près de chez vous, ça sera jamais une mauvaise décision. T'as pas besoin de quitter le nid familial à cet âge-là, surtout quand l'objectif, c'est de le faire universitaire. Sauver de l'argent, rester chez vous, faire une transition progressive. Puis je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui ont eu une expérience incroyable en partant. Mais fondamentalement, si t'es un bon joueur de foot, là, ils vont toujours finir par te trouver. Puis ça aussi, ça a été un argument qui a été mis de l'avant. Si tu joues pas de D1, combien de gars qui ont été dominants universitaires viennent du D2 puis du D3? C'est sûr qu'il y en a plus du D1, mais par définition, c'est un plus haut niveau. Mais c'est pas la division qui fait de toi un joueur universitaire. C'est toi, ton évolution, ton engagement, ton talent qui t'amène universitaire. Fait que moi, j'ai toujours eu l'impression, puis j'ai encore cette impression-là que, honnêtement, là, si t'as un programme adéquat, près de chez vous, t'es bien avec tes parents, continue, fais 2 ans, 3 ans, puis tu vas partir pour la vie après. C'est ça, c'est tes 2-3 dernières années à la maison. À cet âge-là, on le réalise pas parce qu'on veut se dissocier de nos parents, on veut devenir le plus vite possible. Sauf que au final, là, je pense que être mangé chez vous, tu vas avoir toute ta vie pour apprendre à faire ton lavage, ton épicerie, ta bouffe, tu sais. Mais encore une fois, tu te fais vendre quelque chose d'incroyable. Puis c'est des bonnes personnes, là, les coachs qui vont dans d'autres régions. Mais tu sais, nous, c'était ça à Trois-Rivières à l'époque. Là, c'était incroyable. On était vraiment... Il y avait des bons programmes de football à Trois-Rivières. Puis ça passait sous silence, puis on dominait en 2e division. Puis là, les gens se sont mis à dire comment ça, ils dominent. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à avoir beaucoup de joueurs de Trois-Rivières qui sont recrutés par Lennox. Puis à Lennox, il y a eu plein de gars de Trois-Rivières. Puis ça a été le cas aussi à Québec. Philippe Garneau, plein. T'sais. Ils ont compris qu'il y avait une masse non recrutée. Puis après, le programme à Trois-Rivières a eu beaucoup de difficultés. Et puis là, il est en bonne main avec mon ami François Dussault. C'est un autre sujet. Mais fait que ça, c'est ça. Tout ça pour dire que moi, je trouve ça parfois malsain de sortir un kid de chez eux à cet âge-là, alors que ses parents là, sont encore en excellente posture pour l'éduquer pour les 2-3 prochaines années. Tu ne te tromperas jamais en restant proche de chez vous. Comme je te dis, il y a des exceptions dans la vie, mais il y en a beaucoup moins que l'inverse. Exact, c'est ça. Le risque pas de vivre une mauvaise expérience, mais d'avoir de t'accrocher est plus grand quand tu sors, quand tu t'en vas en résidence, quand tu t'en vas... Surtout au cégep, tu sais, c'est pas évident le cégep. Là, on te demande d'être un adulte, t'en es pas un. On t'encadre pas, alors que les 5 dernières années à l'école secondaire, tous tes faits et gestes étaient épiés. C'est pas tout le monde qui réagit de la bonne façon au cégep académiquement, parce que c'est un gros laisser-aller. En tout cas. Mais c'est ça. Ça, c'est un peu mon point de vue sur le recrutement provincial, alors que c'est des adolescents. T'sais. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Je l'avais jamais... Mais ouais. Sinon... qu'est-ce que j'allais dire? Tu me donnes le goût d'ouvrir ma canette. Là, quand non, c'est ça. J'aime mieux parler que boire. Moi, j'ai l'ouvrir. Ta canette de des spiritueux Iberville. On les salue. OK, là, vous me donnez pas le choix. Ah ouais, OK, parfait. J'ai une victime dans tout ça. Ben non, mais c'est ça. Mais moi, je me lève à 3h30. Ben c'est ça, fait que là, là, il est comme c'est mon 5 à 7. OK, cheers. Ben oui. Déjà déculpabilisé. Moi, je me suis levé tôt. Exact. Ça serait impoli de me faire boire tout seul aussi. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est 100% politesse. Ouais, exact. Oh, c'est bon, ça. Ouais. Si on parle de la ligue du RSEQ, là, évidemment, il y a 2 superpuissances dans la ligue, puis il y a comme un peu le reste. C'est probablement une question qui te revient souvent, mais on peut en prendre le temps d'élaborer là-dessus. Là. Mais d'après toi, tu as mentionné un peu le financement universitaire plus tôt. Le leadership aussi. Tu sais, t'avais fait une bonne capsule, puis là, je te coupe, là, mais tu avais parlé de leadership. Là, t'avais parlé de matchs inter... dans le fond, une solution pour améliorer le foot universitaire. Ouais, mais en gros, le produit final. On en a déjà parlé avec d'autres coachs.
Moi, je trouve ça vraiment le fun qu'au Québec, la Ligue au cégep, là, en Division 1, là, je sais pas comment ça s'est passé. J'aimerais vraiment ça, savoir exactement, mettre le doigt sur... Mais c'est la plus belle ligue. Là. N'importe qui peut battre n'importe qui à toutes les semaines. Il y a des bons joueurs c'est toutes des bonnes équipes. Il y a le talent, à tout le moins, il y a la répartie. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de reproduire ça à l'université? T'sais, parce qu'on se le cachera pas. Là. N'importe qui peut battre n'importe qui à l'université, mais ça reste que ça va être des upsets. Tu vas faire comme, OK, on a une surprise cette semaine. Comment qu'on passe de 10 équipes en Division 1 compétitives à 5 universitaires? Ouais? Ben, t'as raison, 100% que la première division collégiale, c'est la ligue de foot le plus en santé, mais la division 1 juvénile aussi, tu sais, ça aussi, d'année en année, tu sais, de voir un Jean Heard, il y a 4 ans, qui avait l'air de vouloir mourir, puis 2 années après, qui sont en finale, tu sais, une année, c'est SSF, l'autre année, c'est Notre-Dame, t'as des équipes... Non, mais c'est clair que tout ça est signe qu'il y a du bon football partout au Québec. Mais le fait que le cégep va bien, ça veut dire qu'en bas aussi, tu sais, je prends pour acquis qu'en bas aussi, ça va bien. Et pas seulement dans les grands centres. Non, c'est ça. Mais il y a un paquet d'affaires. La première chose, c'est plate à dire, ça reste quand même le budget, mais pas juste le chiffre sur le budget, la façon de gérer l'organisation. Puis tu peux pas demander à toutes les universités de gérer leur programme sportif comme des semi-business. En même temps, c'est un excellent modèle. Ce qu'on a bâti à Québec avec le Rouge et Or, c'est génial, c'est logique, c'est intelligent. Ça permet à toutes les organisations sportives, pas juste le foot, parce qu'ils sont gérés par des conseils d'administration, par des organes indépendants, parce qu'on avait besoin d'avoir... C'est un critère pour former une équipe, pas une équipe de loisirs, là, pas une équipe, mais les équipes d'excellence doivent avoir un groupe de gens d'affaires, de gens de la communauté qui participent financièrement, mais aussi de façon décisionnelle. Puis c'est là que je dis que c'est pas juste une question d'argent, c'est pas juste de donner, c'est d'être là pour gérer cet argent-là. Puis à Québec, ce qu'on a fait, c'est intéressant parce que ça permet de protéger les équipes sportives de tous les aléas du financement universitaire. Tu sais, on s'entend, tu peux pas anticiper quel va être le financement universitaire d'une année à l'autre parce qu'il y a plein de trucs qui se passent. Il y a des gouvernements changeants, il peut y avoir une pandémie. Alors que quand ton équipe est protégée, ou à tout le moins une portion de l'équipe est protégée, ben, tu peux gérer tes propres avoirs, anticiper à long terme, mais aussi être guidé par des gestionnaires qui ont un background privé, corporatif. C'est génial, mais tu peux pas demander à toutes les universités d'être gérées de la sorte parce qu'on a différentes façons de faire, parce que les priorités, les traditions universitaires sont dates. Tu regardes à McGill, tout est ancré sur le volet académique, les anciens, l'historique de l'université. C'est très, très pur, c'est très, très traditionnaliste. Puis c'est pas négatif que ce soit le cas, parce que c'est une institution incroyable académiquement, puis ça l'est encore. Fait que tu peux pas dire, ben le faites comme à Québec. Tu sais, allez vous doter de groupes d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, surtout quand tu te bats contre un paquet de trucs, contre des organisations professionnelles, des festivals, des événements à pu finir. Tu sais, tu peux pas demander de faire un copier-coller. Fait que ça, c'est clair que c'est peut-être 2 poids, 2 mesures. Mais attends, tu sais, mettons, là, tu parles de McGill, tu dis qu'il se bat contre... Ben c'est le cas aussi à Concordia, là, c'est un mais peu les Carabins se battent contre les mêmes affaires, puis pourtant, eux, si tu leur donnais, mettons, juste le stade à McGill, ben, ils le rempliraient sûrement plus, tu sais. Ben non, c'est clair. Mais, tu sais, t'as 50 000 étudiants, t'as une énorme institution, avec la majorité de tes anciens qui sont au Québec, basés au Québec. Ouais. C'est un système hybride, l'Université de Montréal. On s'est inspiré un peu d'une gestion privée, mais en gardant le tout. Ce qu'on a fait à Montréal, c'est génial aussi, là, ce qu'ils ont été en mesure d'établir avec... Moi, j'étais dans les meetings du RSEQ, là, puis
t'aurais mis des chandails gris à tout le monde, sachant pas d'où les gestionnaires proviennent. T'arrives, tu connais pas le football universitaire, tu connais pas les universités, t'écoutes les gestionnaires qui prennent les décisions dans les différentes universités, puis tu m'aurais dit à la fin du meeting, fais-moi un classement de football. Je te jure, t'aurais fait exactement le même classement qu'à chacune des fins de saison. C'est des gestionnaires plus compétitifs qui ont aussi une liberté, de par leurs dirigeants, d'être plus agressifs, d'être moins justement dans des modes consultatifs, moins traditionnels. Oui, mais c'est, nous, dans notre université, tout le monde est égal. Faut, dans les arts que le sport, toutes les... Donc, tu favorises le sport universitaire. Tu engages des gens... Quand tu as plus d'argent, mais en principe, tu engages les gens les plus compétitifs, tu leur donnes plus de moyens. C'est deux façons de faire les choses. Là, je mets de côté ça, puis je ramène ça à des solutions concrètes. Ça, c'est un diagnostic de la situation. Je pense pas qu'il y a une vraie solution avec un semi-statu quo pour toutes les raisons que je viens de mentionner. C'est comme ça que c'est bâti. Tu peux pas tout débâtir les universités et leur dire hey, compétitionner. Tu dis ouais, mais pourquoi dans NCAA, il y a plein d'upsets? Ouais, mais les universités américaines, là, ils font partie fondamentalement des traditions, des mœurs des gens. Le groupe d'anciens est tellement puissant. Ils ont la possibilité de voir leur alma mater à la télé. Il y a une fierté, il y a un patriotisme qui dépasse le sport. Là. Les Américains sont bien plus patriotistes que nous. En général, puis le sport est une façon aux États-Unis de véhiculer ton patriotisme, donc de redonner, de t'impliquer, de soutenir. Fait que tu peux pas juste demander à ces universités-ci de faire comme aux États-Unis, de faire comme un Stanford. Ah, ben Stanford, oui, il y a des critères académiques, c'est une université qui est plus axée, mais qui ont du succès. Mais c'est tellement plus gros, c'est tellement plus complexe. Donc, pour moi, il faut essayer de donner des opportunités à ces universités-là, de prendre... De maximiser ce qu'ils ont. Tu peux pas demander à McGill à chaque année de rivaliser avec Laval. Tu peux pas demander à Concordia à chaque année de rivaliser avec Montréal. Ça fonctionnera pas. Par contre, tu peux souhaiter qu'à chaque 5 ans, une de ces universités-là ait une chance de dominer. Je sais pas si vous vous souvenez de la Coupe Vanier. Queens avait battu le Rouge et Or. C'était un match... à Queens, les ingénieurs donnaient des coups de manteau sur le terrain. Ils venaient de battre le Rouge et Or, puis ils avaient gagné la Coupe Vanier à Laval, mais contre Calgary. Mais ils avaient battu le Rouge et Or en demi-finale. Puis l'année d'après, l'équipe s'était écroulée, puis elle avait recommencé. Ces universités-là doivent bâtir un noyau, recruter des gars parfois plus jeunes, parfois moins dominants au début d'un point de vue sportif, c'est pas les meilleurs, mais qui vont développer un noyau, puis dans 5 ans, là, cette équipe-là va être à maturité, puis là, va rivaliser avec les autres. Ça, c'est pour moi une façon de faire, c'est avoir une grosse classe de recrutement, puis d'avoir, par exemple, à McGill, d'avoir des gars peut-être un petit peu plus intellectuels, peut-être plus introvertis, mais que ça va être ça leur identité. Là. Je parlais de Stanford, ça peut être une comparaison qui se tient. Par contre, moi, ma proposition, c'était pour améliorer la qualité du spectacle, parce qu'à un moment donné, tu décides d'être dans l'œil du public, tu peux pas juste donner des blowouts, ça fait mal à tout le monde. Exact. Je crois pas à des divisions canadiennes parce que c'est beau de dire, c'est parfait, c'est facile. Laval, Montréal, contre Calgary, Saskatchewan, Western, that's it. Oui, mais c'est parce que tu fais quoi avec les 3 autres? Il y a ça. La première division, c'est parfait, c'est correct. Ils ont de l'argent justement pour avoir des vols nolisés, puis c'est parfait. Mais tu peux pas laisser les autres dans l'oubli non plus. Puis le concept d'une 2e puis d'une 3e division tient pas. Parce que c'est bien beau de dire, OK, Concordia, vous allez jouer contre Alberta, vous allez jouer contre, peu importe, Guelph, mais avec les mêmes coûts de transport que la première division, mais avec aucune visibilité. Donc, aucun revenu potentiel de la télé, tout ça. Fait que ça fonctionne pas. Par contre, quand on a fait la Coupe Vanier, puis c'était suite à ce match-là que j'avais proposé une solution, je pense que c'était la Coupe Vanier contre Western. Plus grosse cote d'écoute. Ouais, c'est vrai, c'est ça. De l'histoire de TVA Sport. Parce que souvent, les gens disent ouais, mais les gens ne veulent pas voir d'autres universités. C'est Montréal, Laval qui tire. Plus grosse cote d'écoute de l'histoire, c'est Laval contre Western. Plein de Québécois qui étaient... dont lui qui était à OD, d'ailleurs. Ah, OK. Jordan, je sais pas quoi, il jouait... Jordan Beaulieu. Il jouait Jordan Beaulieu. Il y avait Jean-Gab Poulain qui était avec les Alouettes maintenant. Grosse cote d'écoute. Des bons shows, parce que c'est des nouvelles équipes. On n'a jamais vu ça.
offrir des matchs pendant la saison, des interlocks pan-canadiens, 1 ou 2, en fonction des classements de l'année précédente. Fait que oui, tu vas avoir ton Montréal-Laval 2 fois. Tu vas avoir aussi un match McGill-Concordia qui va être excellent. Mais au lieu d'en avoir 2 entre McGill et Laval, ben, peut-être un de ces matchs-là va être remplacé par un, comme je te dis, McGill-Ottawa. Excellent match. Puis un Laval-Calgary. Wow, ça, c'est le fun. Puis oui, mais encore une fois, là, dès que tu proposes des choses comme ça, les gens disent oui, mais là, puis ouais, mais nous, mais arrêtez de dire nous. C'est là que le leadership doit venir de quelqu'un qui a le droit d'être un leader, de dire hey, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va essayer pendant 3 ans. Ben oui, c'est pas pareil. Ben oui, ça va être différent. Puis ça sera pas parfait, mais au moins, ça va être différent. Parce que je reviens à mon point, ça fait 20 ans que c'est la même affaire. Ouais. À chaque automne, on peut prédire l'avenir. À chaque automne, mais ça donne des gros shows. Là. Je veux dire, le Québec-Montréal, là, c'est des grosses codes d'écoute. Là, c'est hot. Là. Tout le monde écoute, c'est malade. Sauf que dans la vie, comme n'importe quoi, il faut que tu essaies des choses. Faut que tu te réinventes, sinon les gens se dissocient à un moment donné de ton produit. Parce qu'il y a des bons joueurs qui vont à Concordia, qui vont à Sherbrooke, qui vont à McGill, puis il y a des... Plus que jamais, il y a des bons coachs dans toutes ces universités-là. Là. Fait que quand tu regardes ça, t'es comme... C'est ça, c'est... Pas c'est plate, mais en tant que spectateur, fan de foot, t'aimerais ça pouvoir allumer la télé, puis même à un certain point, même pas avoir besoin de regarder c'est quoi le match cette semaine, puis dire hey, ça vaut-tu la peine que je l'écoute. Là? 100%, t'as raison. Puis c'est génial que les universités du haut aient tiré les autres vers le haut, qu'ils leur aient fait. Ils les ont forcés, entre guillemets, à avoir 4-5 coachs à temps plein. Puis t'as raison, c'est des excellents coachs qu'il y a là. Sauf que pendant ce temps-là, ben, l'université du haut continue à monter. Tu sais, c'est fou ce qu'il fait. À Québec, regardez le coaching staff. Là. Ouais. Ça fait genre 18 ans que Constantin, Brennan, Marc Fortier, Justin Etier sont ensemble. 18 ans, là. Peut-être 4 des 15 meilleurs coachs de foot au Canada. Je pense que ça se débat, là. Ouais. Les 4, 4 des 15, ils sont au même programme depuis tout ce temps-là. Puis je les comprends, ils sont bien. On leur offre des hausses de salaire. C'est pas juste pour ça qu'ils sont là, mais dans la vie, je veux dire, ton travail est rémunéré par un salaire. Fait que c'est sûr que ton employeur, il te prend soin de toi, puis il dit hey, on va te donner des conditions gagnantes. Fait que je reviens aux autres universités qui ont 4-5 coachs, mais là, à un moment donné, ton bon coach que tu payes 40-45 000, qui là, on se rend compte qu'il y a du potentiel, ben là, boum, il se fait voler par un... Même pas voler, là, c'est un principe normal. Offre de monde. Fait que c'est comme à l'infini. Oui, tu prends des munitions, mais tu cours contre quelqu'un qui va toujours en avoir plus que toi. Fait que c'est pas grave, c'est juste la réalité. Fait qu'il faut faire en sorte que cette réalité-là, on la conserve. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas dire à l'université, montre-moi tes finances. Là. On n'aura pas personne qui va les vérifier parce qu'on n'a pas assez d'argent pour avoir des employés à temps plein. Comme l'ANSI vérifie les messages textes des jeunes. Quand est-ce qu'on va s'occuper de ça? Ça aussi, tu peux bien dire qu'il faudrait. Oui, il faudrait, mais qui va payer pour ça? Fait que tu peux pas vérifier tout ça. Tu peux pas demander qu'il y ait des caps salariales. C'est pas du sport pro. Fait que faisons en sorte que les gens qui ont un certain moyen ont des opportunités de rivaliser avec des universités ailleurs dans le Québec, dans le Canada, qui ont les mêmes moyens. Ça sera pas parfait, ça sera pas paritaire. Tu sais, ce mot-là, dans le fond, il n'existe pas. Il n'existera jamais. Il n'y aura pas une parité, jamais. Mais ça pourrait être. Parce que je me rends compte, tu sais, puis on peut en parler longtemps, mais que ça reste c'est des choix, là, parce que la recette carabin, la recette du rouge et or, ils la cachent pas, là. Ben non. Tu sais, eux autres, je pense qu'ils seraient bien contents, en fait, que tout le monde fasse la même affaire qu'eux, tu sais. Je pense que quand tu coaches, quand tu joues au foot, tu veux jouer contre les meilleurs. Tu sais, t'aimerais ça qui fait qu'à quelque part, ça revient de ce que je comprends, ça revient à des choix, là. Mais en même temps, des choix d'institutions, là. C'est parce que le foot est plus en vue, est plus connu, est plus médiatisé. Mais froidement, est-ce qu'un programme de foot est plus important qu'un programme de lutte olympique? On prend tout. C'est du sport, là. Puis dans le fond, le but d'une université, c'est d'offrir des expériences à ses étudiants athlètes. T'sais, fondamentalement, ça devrait être ça. Fait qu'est-ce qui fait qu'un lutteur, Concordia a un des meilleurs programmes au Canada de lutte olympique ou gréco-romaine, là, je connais pas tant le domaine. McGill a un des meilleurs programmes de hockey. L'UQTR a un des meilleurs programmes de hockey. Bishop a été très, très fort au basket.
Est-ce que c'est moins important? Non. Fait que là, t'es un recteur ou t'es un directeur des sports. Ouais, c'est clair que le foot a aidé le Rouge-et-Or à avoir une visibilité, une réputation. Même chose avec les Carabins. Tu parlais du stade Percival Molson. C'était quoi? Dans les dernières semaines, les Carabins ont fait revivre cette conquête de la Coupe Vanier. C'était fou, là. C'était énorme pour le brand des Carabins. Sauf qu'une autre université disait, c'est parce que là, moi, j'en ai, mettons, 400 étudiants athlètes dans 12 disciplines. Fait qu'il faut que je coupe aux autres pour en donner plus au foot. Ouais, non, c'est ça. Peut-être, mais peut-être pas aussi. Peut-être que c'est pas ça la mission d'une université au Québec. Beau casse-tête. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que je te dis, je pense pas qu'il faut demander aux universités de changer bout pour bout. Ils ont déjà fait beaucoup de progrès. Là. Depuis 7-8 ans, là, Concordia, McGill, le Varia ont travaillé fort, là, ont évolué. Oui, OK, on va en faire plus, on va en faire plus. Mais comme je te dis, c'est à l'infini. Fait qu'à un moment donné, peut-être que c'est le constat, c'est que tout le monde est quand même dans la position qu'il devrait être. Là, maintenant, faisons en sorte que cette position-là est mise en valeur au lieu d'être écrasée par quelqu'un qui est plus fort. Là, ouais. On n'en parle pas assez souvent, mais puis vu qu'on veut commencer à en parler un peu plus souvent, la transition qui se fait qu'on arrête de jouer au foot. Okay. Toi, évidemment, tu as du succès. On sait que tu travailles à TVA. Mais pour toi, comment ça s'est passé? Les moments justement où ta dernière saison arrive, puis après ça, il faut passer à autre chose, puis il faut jump in dans la vie, mettons. Ouais. Tu vois un peu ce que je veux dire? Moi, je pense que, premièrement, c'est la portion la plus difficile d'une carrière d'un athlète. Là. C'est clair, parce que tu te définis tellement par ça. C'est toute ta vie d'athlète qu'on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je joue au foot. C'est ça, puis à cet âge-là, la majorité de ta vie, c'est ça que tu as fait. Exact. Là, puis c'est tes amis sont là-dedans, tes repères sont là-dedans, ton identité est là. Tes choix de vie sont là. Tout est axé là-dessus. Ce que tu fais le soir, la fin de semaine, avec qui. Non, c'est clair. Fait que du jour au lendemain, quand on t'enlève ton identité, c'est vraiment, vraiment difficile. Puis je pense pas que ça sera jamais facile. Par contre, moi, le constat que j'ai fait après coup, c'est qu'on est beaucoup mieux outillé qu'on le pense. Parce qu'à ce moment-là, la réflexion, la réaction naturelle, c'est qu'est-ce que je vais faire après? Je ne sais que jouer au foot. Il y a l'école aussi, là, j'enlève rien à ça. Mais souvent, moi, je suis à mon mieux quand je performe dans mon sport. C'est ça que je fais de mieux. Là, on va m'enlever ce que je fais de mieux. Je ferai rien à ce niveau-là. Fait que c'est une déception. Par contre, tu ne fais que côtoyer des athlètes. Là, tu disais tes choix de vie sont guidés par ça. Fait que tes amis, ton entourage, c'est tous des gens qui pensent comme toi. Mais à partir du moment où tu arrives dans la vraie vie, entre guillemets, tu te rends compte que l'être humain moyen n'a pas eu énormément d'opportunités de leadership. N'a pas eu énormément d'opportunités de performer sous pression quand ça compte vraiment. L'être humain, c'est pas fait coacher à tous les jours, c'est pas fait dire à tous les jours que hey, ce que tu fais, tu le fais pas bien, on va le faire différemment. Nous, c'était notre normalité. Mais tu sors tellement outillé pour affronter les vraies situations de la vie parce que le stress, l'adversité, l'adaptation au dernier moment, ça fait partie d'à peu près tous les jobs du monde. Puis être un leader, puis influencer les gens autour de toi, on pense que c'est inconscient, mais ça se développe. Puis souvent, on l'a développé dans le monde du foot. Puis aussi, il y a le volet académique. On va à l'école souvent parce qu'on joue au foot. Sauf que au travers de ça, là, même si parfois on est paresseux puis que ça nous tente moins, on apprend des choses. Je veux dire, on apprend puis on sait pas trop pourquoi on l'apprend. Exact. Mais des fois, même, tu t'en rends même pas compte que tu apprends des choses. Puis je me suis rendu compte de ça en parlant à des jeunes au secondaire, mon ancienne école secondaire, mon ancien cégep, qui me demandaient de parler aux athlètes. Puis je me souvenais à quel point au secondaire, au primaire même, je comprenais pas pourquoi je faisais des cours de français, de littérature. Puis à quoi ça va me servir tout ça? Les cours de maths, à quoi ça va me servir? Moi, j'ai fait mon bac en enseignement. Moi, je valorise énormément la profession d'enseignant, mais j'étais pas convaincu en faisant mon bac que je voulais être prof. Après, j'ai fait une maîtrise en psychologie sportive. Je savais pas trop ce que j'allais faire avec ça, mais ça m'intéressait beaucoup. Puis là, maintenant, je fais de la télé à temps plein. Puis jamais je dirais à un jeune, si tu veux faire de la télé, change 3 fois de programme au cégep, ce que j'ai fait. Fais un bac en édu, tu sais. Par contre, ce que je fais à tous les jours, c'est parler. D'où mes cours de français. Ouais, puis même, 2, je parle de sport. Ouais. Puis quand je parle de sport, les gens qui m'écoutent, il y en a qui connaissent pas ça. Il y en a qui connaissent ça beaucoup. Il y en a qui ont besoin d'aide. Comme quand tu es un prof d'édu puis que tu parles à une classe. Tu as un sujet, mais il faut que tu le rendes accessible à tout le monde selon leur niveau de compétence.
quand la lumière rouge sur la caméra s'allume, là, c'est là qu'il faut que tu performes. Là. C'est du direct. Ben, moi, la lumière rouge, c'est comme le sifflet du kick-off au début de la game, que tu t'es préparé toute la semaine, que tu as lu plein d'affaires, tu as fait ton analyse, ton breakdown, tu as fait toutes tes stats, tes tendances. Tu vas te servir probablement de 5%. Tu sais, dans un match de foot, tu te sers de 5% de ton game plan, mais tu sais pas encore lequel 5%. Ben moi, c'est ce que je fais. J'écoute des matchs de foot, je prends des notes. J'écoute des matchs de hockey, je prends des notes. J'ai tout vu. Je sais pas de quoi exactement je vais parler, qu'est-ce qui va sortir en ondes, mais quand il faut que ça sorte, il faut que je sois prêt. Fait que je me rends compte que ce que je vis en ce moment, c'est la même chose que je vivais au foot, là. Ben, toi, tu fais un parallèle, tu sais. Mais quelqu'un qui n'a pas ce référent-là va dire que c'est la même chose que telle autre affaire, tu sais. Mais c'est ça, ce que je me rends compte quand on parle de ça avec du monde qui sont... Tu sais, on parle beaucoup à des joueurs puis à des coachs, mais n'importe qui a fait du foot, peu importe qu'est-ce qu'il fait maintenant, a fait le parallèle avec le foot. Ouais. A fait le parallèle avec, c'est ça, le moment qu'il avait à se préparer pour un match, le moment... Mais c'est ça tes outils. Ouais. C'est le message aux jeunes. Vous êtes outillés. Même si vous pensez que vous faites pas grand-chose de bien à part jouer au foot, puis faire des catchs, puis faire des gros jeux défensifs, t'as un coffre d'outils énorme. C'est juste que tu sais pas encore quel outil tu vas utiliser quand, mais t'en as des outils à cause du sport. Puis je pense que c'est le switch qui doit être fait, mais je pense pas que tu peux faire ça en disant « OK, faut que je pense... » Ça vient naturellement avec... Mais quand tu es confronté à une situation difficile dans la vraie vie professionnelle avec ta blonde, éventuellement tes enfants, ben je pense que tu peux te rabattre sur ce que tu as appris pendant 15-20 ans de foot puis te dire OK, ça m'a préparé, tu sais, on dit l'école de la vie, puis ça me prépare. Puis ce que les coachs nous disaient, à un moment donné, ça devient répétitif puis quasiment cliché. Moi, oui, je sais que ça me prépare pour la vie, mais c'est vrai. C'est 100% vrai, puis tu sors de là. Si t'es chanceux, avec un deck, avec un bac, avec un réseau de contacts, avec une aisance, en étant extroverti, parce que tu as passé du temps avec 50, 60 personnes dans un vestiaire tous les jours, tu sais t'adapter aux différents profils, aux différentes personnalités. Puis ça, c'est fou, surtout le foot, là. Mais à quel point ça te rend beaucoup plus ouvert à la vraie vie. Tu as côtoyé des nerds, tu as côtoyé des introvertis, des extrovertis, des grandes gueules, des gars arrogants, de côtoyer des gars qui étaient pas bien dans leur peau quand ils étaient jeunes parce que il y avait rien qui les valorisait jusqu'à temps que quelqu'un il dit tu vas être mon starting center puis tu vas dominer. C'est ça le foot, là. Ça te prépare à la vraie vie parce que ça te lance dans une jungle sociale. Puis là, tu comprends un peu plus les backgrounds des gens, tu comprends un peu plus que pas tout le monde qui est pareil, pas tout le monde qui a la même chance, pas tout le monde qui a la même éducation, mais tout le monde met le pied sur le même terrain au même moment. Fait que quand tu arrives en milieu de travail, là, c'est ça le milieu de travail aussi, mais il y a plein de gens qui n'ont pas les outils nécessaires pour bien faire. Fait que souvent, les athlètes deviennent aussi dominants dans leur domaine professionnel parce que, ils sortent du lot, ils s'adaptent, ils sont aimés des gens, ils ont du leadership, ils performent, ils ont pas de... Ça, c'est l'autre truc. L'être humain a de la misère, surtout la génération présente, puis je m'inclus là-dedans, là, les 2-3 dernières générations. On n'a pas toujours la critique facile. Les gens ont beaucoup de difficultés à se faire critiquer, à se faire... C'est comme s'ils prenaient personnel. Ouais, c'est ça. Que tout le monde... C'était comme une insulte de se faire critiquer, alors que c'est pas une insulte, c'est quelqu'un qui essaie de t'aider. Exact. Ouais. Fait que quand tu amènes cette approche-là sur le milieu du travail, puis tu te compares aux autres qui c'est jamais de leur faute, puis qu'ils se renferment, ben pour un patron, il fait « Oh, ce gars-là, lui, il veut que j'y en donne, je vais y en donner. Je vais me concentrer sur lui. » Il est coachable. Ben exact. C'est ça. Tu sais, au foot, ça. combien de fois tu sais, quand tu te fais harceler par un coach là, qui est tout le temps sur ton dos, tu dis « il m'aime pas, il est sur mon dos. » Ben, s'il te coach pas, c'est un problème. Tu sais, quand quelqu'un ne te parle pas, puis t'ignores, c'est ça le problème. C'est pas quand il est sur ton dos, parce que ça veut dire qu'il voit ton potentiel. Mais c'est ça. Ça, c'est encore une fois, c'est du copier-coller de la vraie vie. Là. Ouais, c'est vrai. J'ai pensé à ça en plus cette semaine. C'est te faire dire dans un milieu de travail ou peu importe, ça, tu devrais... C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui se mettent sur la défensive assez rapidement. Puis ça revient à... La même affaire que sur un terrain de foot, ça revient à... C'est ça. C'est du coaching. Là. Puis il y a le... Tu sais, au foot, on apprend... Ben, idéalement, tu apprends qu'il y a le joueur de foot, puis il y a l'être humain. Quand je te dis, man, ton backpedal n'est pas adéquat,
ta lecture est pas bonne, pas en train de te dire que tu es un idiot. Tu es en Non, c'est train de ça, te dire exact. que le joueur de foot a des carences qu'on va améliorer. Mais souvent, quelqu'un qui n'a pas eu ce background-là le prend personnel. Tout de suite, il se renferme parce qu'il se dit « Ah ben là, je suis pas bon. Je suis tout simplement pas bon. Je suis pas compétent. » Fait que ça aussi, ça te permet C'est de la même mettre affaire les choses dans en perspective. C'est la même affaire dans un couple. Là. Oui. As-tu As-tu quelque chose à nous dire? C'est pas grave, elle l'écoute pas. Fait que OK, je peux bien, parfait. si elle l'écoute, elle viendra me le dire. Mais non, c'est ça, c'est la même affaire dans un couple. Mais ouais. Une école de la vie. Ça, on l'a entendu ça 1000 fois dans notre vie. Exact. C'était vrai. Puis pour quelqu'un, pour un kid, mettons, qui nous écoute, puis que lui, il voudrait travailler dans les médias, peut-être un peu comme toi, tu sais, quel conseil tu donnerais à un kid? T'sais, toi, tu as pris un chemin particulier, toi, avec le recul, justement. Tu vois, c'est probablement parce que je suis allé à McGill que je travaille dans les médias, pas parce que c'est une bonne école, ça n'a rien à voir. Là. Tu sais, je l'ai dit, j'ai étudié en enseignement. Mais quand j'étais à McGill, il y avait très peu de francophones. Puis l'équipe avait de la difficulté. Puis moi, du jour au lendemain, ça s'est mis à super bien aller au foot. Fait que là, quand on faisait les matchs à la télé, c'est souvent moi qui interviewais. Parce que j'étais francophone, c'était à Radio-Canada à l'époque, blablabla. Fait que ça m'a donné une expérience. Puis le conseil étant, faut saisir ces expériences-là, peu importe quelles elles sont. L'autre chose, souvent, puis je le vois encore dans les médias, il y a des gens qui ont l'impression que c'est juste le talent ou qui sont doués, qui sont populaires. Il n'y a aucune autre chose qui est plus efficace que l'effort puis le travail. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui est smooth à la télé, tu sais, tu fais, il est à l'aise, il connaît ses choses, les transitions sont efficaces, tu sais, il est bien, il est drôle, c'est parce qu'il est préparé. C'est comme n'importe quoi. Tu sais, quand tu es préparé, tu connais ton matériel, tu connais tes choses, mais ça te manque confiance. Puis ça fait en sorte que s'il arrive quelque chose, que quelqu'un te lance une curveball, ben t'es prêt. Encore une fois, je ramène à mon game plan. 100% du game plan pour 5% des situations, mais lequel 5%, on le sait pas encore. Fait que quand ton game plan, quand mon game plan de télé est prêt, je sais pas qu'est-ce que je vais me servir, mais peu importe qui me dit quoi en direct, qu'est-ce qui arrive, peu importe si, par exemple, il y a un problème technique, ben je vais savoir m'adapter parce que j'ai plusieurs options. Fait que c'est le travail, ça. C'est de prendre le temps, de te préparer, d'anticiper, de réfléchir. Bon, ben, qu'est-ce que je vais dire après ça? Tu peux pas juste dire je vais le dire, tu sais. Ouais, exact. Tu sais, vous vous souvenez de tout le monde de vos oraux à l'école, là, tu sais. Mais c'était ça pareil. Juste le faire. Tu sais, on apprenait par cœur. Puis tu sais, c'en est un conseil. Faut jamais apprendre par cœur. Tu sais, il faut que nos idées soient prêtes, nos idées soient organisées, mais que ce soit nos idées, que ce soit pas juste un texte que tu garoches parce que si tu oublies une virgule, tu vas t'enfarger. Tandis que si c'est ton cerveau qui parle, ben, comme on parle là, il n'y a pas de texte, personne n'a de texte, on fait juste réfléchir. Nous autres, on est 100% scripté. Là. OK. En arrière de moi, il y a un télésouffleur, c'est ça? Mais fait que c'est ça. Honnêtement, là, je te jure, il n'y a pas... En fait, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il n'y a pas de raccourci. Quand tu es prêt, ça va fonctionner. Si tu as mis l'effort, là. Fait que c'est... Puis faut que tu souris aussi. Ouais. Mais c'est le fun. Tu sais, c'est le fun de on a parlé, on parle à toi là, on a parlé à Sacha aussi, qui est agent. Ouais. Tu sais, Sacha, bon, il n'avait pas été joueur de foot, mais ça reste que c'était un passionné de sport. Tu sais, c'est le fun pour des jeunes d'avoir des modèles joueurs. Tu sais, oui, il y a le coaching, mais il y a d'autres affaires aussi quand tu joues au foot. Si tu veux rester proche du sport à tout le moins, tu sais. Ouais, 100%. C'est le fun. Puis, tu sais, c'est l'explosion du foot, c'est celle de notre génération. Moi, j'ai été chanceux aussi. C'est une question de la chance ou opportuniste, on va dire. Là, tu fais ce que tu peux avec l'opportunité qu'on te donne. Moi, j'ai été en plein milieu de cette genre de... tout allait bien. Là. C'était avant la vague des commotions, avant le nuage noir. Là, c'était fou. Là, c'était la manne, le foot. Là. Les nouveaux jobs à temps plein. La télé en parlait beaucoup. C'était Rougeur Carabin. Tout le monde tripait sur le foot. Là, fait c'est clair que, mettons... Quand tu as des opportunités, faut t'es prenne aussi, puis tu ailles all-in là-dedans. Ça m'a aidé. Mais justement, je reviens à ton point avec Sacha, c'est un bon exemple. Moi et Sacha, on se parle beaucoup, puis souvent, quand j'ai besoin de lui, il vient faire des interventions à la télé. Ben, c'est nous, la génération du foot. Il y en a eu d'autres avant, là, sans aucun doute, puis j'enlèverai jamais aux pionniers. Mais c'est cool parce qu'il y a plusieurs intervenants de qualité qui n'ont pas 50, qui ont 30, 35, tu sais.
Puis les gens s'associent à ça parce qu'ils ont vu ce mouvement-là au travers de cette génération-là. C'est cool, ça, c'est le fun de voir qu'il y a une ouverture pour les plus jeunes aussi. T'sais. Ouais. Le sport, souvent, au Québec, là, ça change, ça tend à changer, mais c'était toujours les mêmes. Puis c'était des bonnes personnes. Là. C'était des gens qui étaient là, mais c'était toujours les mêmes. Il manquait comme de personnes où on était frileux à mettre de l'avant des plus jeunes. Ça prenait des noms que les gens connaissaient. À un moment donné, c'est un cercle vicieux. Mets de l'avant quelqu'un, tu vas te rendre compte qu'il a une expertise. Sacha, mets-le de l'avant, tu vas te rendre compte que ce gars-là, il peut t'amener qui peut t'aider, qui peut t'amener des choses. T'sais. Moi, j'ai été chanceux que, justement, à TVA Sport, il me fasse confiance. Qui décide que c'est un gars de 30 ans, 32, qui va parler de sport. C'est pas juste un gars de 45, 50, parce que... ça revient à s'identifier aussi. Là. Ouais, si un jeune... Si nos jeunes ils écoutent la NCAA puis la NFL, puis après ça, ils regardent ici, puis là, tu sais, nos enfants, mais c'est ça, là, t'as tout le temps d'identifier. Si tu regardes la télé ici, puis tu ouvres la télé, puis c'est juste des vieux que tu connais pas, ben, t'es moins interpellé à tout le moins. Là. Ils parlent pas, les gens, ils parlent pas ton langage, ils ont pas les mêmes références culturelles, les mêmes références sportives, fait que tu fais comme, OK, là, le vieux monsieur, je comprends là, qu'il a gagné la Coupe Stanley il y a 30 ans, mais moi, je sais pas c'est qui. Fait que c'est clair qu'il... Mais je pense, par contre, pour le vrai, je le vois, c'est récent, mais il y a une volonté de rajeunir les intervenants sportifs parce que il y a eu des intervenants... Il y a eu des anciens athlètes, anciens peu importe quoi, des dernières générations qui ont de quoi à dire, puis qui sont intéressants, puis qui ont vu cette évolution-là de la game. Ça, c'est avantage. Tu parles des jeunes. Il faut voir justement une opportunité là-dedans. Là. Ouais. Absolument. On va passer à la dernière portion, à moins que tu avais une autre question. Non, ben, tu sais, on peut parler de plein d'affaires toute la vas-y, journée. Pierre. Ben non, tu sais, on avait hâte que tu viennes parce que c'est le fun, justement, de parler de ces sujets-là qu'on fait peut-être, tu sais, on fait souvent le parcours des personnes qu'on reçoit, mais, tu sais, je pense aussi que tu étais une bonne personne pour parler de tous ces sujets-là qui nous ont touchés durant l'actualité du sport, là, mais non, c'est ça, non, je pense qu'on va passer au dernier quart parce que, bon. Le dernier quart, donc, on a un bocal avec des petites questions. Oh. C'est pas très compliqué. Il y a pas de. Là, il va falloir adapter peut-être une couple de questions. Ben, ouais, c'est vrai, exact. Parce qu'habituellement, c'est des coachs et des joueurs qu'on reçoit, mais tu vas tout comprendre ça. Je vais prendre une gorgée, ça va m'aider. Exactement. C'est très simple, ça dure 15 minutes. On te demande de lire les questions à voix haute. Et puis. Tu réponds? Ouais, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir. C'est parti. Quel a été le pire travail que vous avez jamais eu? Oh! Ça, c'est une bonne question, ça. Ben oui. La pire job. Mais tu sais, moi, j'en ai eu des ma première job, ça a été au McDo, là. Ouais, ça, c'est idiot. Travailleur essentiel. Ouais, exact. T'as-tu fait night shift? Ben oui, le service au volant. Respect, forever, night mais shift. Mais tu sais, la pire job, c'est clair que c'est la pire job, mais pour vrai, c'était quand même une bonne job pour apprendre. Ouais, exact. Tu sais, j'avais 14 ans, c'est le seul employeur qui engageait des gens à cet âge-là. Ouais. Puis on parlait tantôt d'une structure, puis de se faire dire quoi faire. Man, au McDo, tu te fais dire quoi faire, là, big time. Fait que c'est le pire, puis en même temps, c'est quand même une bonne... Allez travailler au McDo, les jeunes. Pas de mal, là. Mais le problème des jeunes, c'est qu'il y avait trop de choix. Il y avait, tu sais, c'est comme une faible démographie, une génération où il n'y a pas beaucoup de jeunes, puis il y a plein de besoins. Fait que là, les jeunes, eux, avaient 1000 options. Fait que quand ça fait pas, quand justement tu me gosses avec ta senteur aujourd'hui, de... Ouais, c'est ça. Ben. Mais avant la pandémie. Ouais, avant la pandémie. C'est drôle parce que ça va peut-être... Il y avait des énormes ruptures de personnel. Exact. Mais là, peut-être que ça va corriger le non, tir. C'est ça, là, ben oui. Je divague, là, sur mes boulettes. Il n'y a pas de souci. Cette question-là est bonne, surtout en ce moment. De quoi as-tu peur? De quoi tu sais, qu'est-ce qui me fait vraiment me sentir tout croche, là? Ouais. Un vaccin, man. Mais pas l'idée du vaccin, là. OK? Mais une aiguille, là, dans mon bras, là. Puis là, on voit que ça à la télé. On voit juste des aiguilles à la télé. Honnêtement, là... T'es pas à l'aise. Ça vibre dans le bas de mon dos, man. Je suis pas bien de voir une aiguille. Je vais me faire vacciner, là. C'est pas ça mon point, là. Non, c'est ça. Mais, man, ça me fait peur, une les aiguilles. Ouais, puis là, on va dire, il y a ça à tous les heures de la journée. Exact. Là, ça s'en vient, là. C'est, ouais. OK, je les aime pas, vos questions. Non, elles sont parfaites. Ça s'en vient. As-tu un projet de quarantaine?
Ouais, j'en ai beaucoup trop, là, parce que je suis hyper actif. Déménager, rénover. C'est ça, déménager, rénover, man. Honnêtement, ça a été un bon défi de me calmer. Mon projet, ça a été de me calmer, man. Ouais. Pour vrai, là, de pas être toujours obligé d'être à 100 000 à l'heure, puis ouais. d'être stimulé à tout prix, puis d'être bien... À tous les matins, je lisais la presse du début à la fin. Là. Ok. C'est long lire la presse, là, toutes les pages, Ouais, juste pour me grounder, Exact. me calmer, puis pas être Ralentir. toujours de... Tu sais, c'est nice l'adrénaline, puis on est habitué justement, Ouais, tu sais, on parlait de la transition, on est habitué à l'adrénaline, puis Ça va l'automne, vite. ça va vite. Là, l'automne, ça allait pas vite. Ouais, Fait que ça a été ça mon projet de me calmer. Si t'avais été joueur, là, parce que ça aussi, je sais que t'as fait une capsule là, pour dire tu sais, comment il y avait des moyens en confinement pour les joueurs, pour les jeunes, de continuer à s'améliorer. Si t'avais été joueur, comment t'aurais réagi? Ben là, avec ce que je sais aujourd'hui, je vais te donner une réponse là, plus théorique, là, mais c'est facile à dire quand. Ouais. Mais moi, j'ai étudié tout le volet mental, la psychologie sportive. Puis la visualisation, c'est incroyable ce que ça fait, là, pour vrai. Là, puis les athlètes olympiques ils utilisent toute la visualisation, pas parce que c'est à la mode, là, parce qu'il y a des vraies vertus scientifiques. Puis c'est fou parce que quand tu fais bien la visualisation, c'est pas juste de s'imaginer, il y a vraiment une méthode. C'est quand même complexe. Il faut que tu impliques le plus de sens possible, même si tu es à l'arrêt dans une pièce. Il faut que tu impliques ton odorat, tu impliques ton ouïe. Il faut que tu ramènes des bruits. Mettons, tu prépares pour un match de foot qui te stresse. Il faut que tu impliques le plus de faits qui va faire en sorte que ton corps a l'impression d'être au match. Mais quand c'est bien fait, c'est prouvé que ton corps va faire exactement... À l'arrêt, là, tu peux être couché sur le dos, puis ton corps va envoyer exactement les mêmes influx nerveux que si tu étais en train de faire l'action physique. Fait que tu veux visualiser un tracé avec un catch, un yard after catch, ton corps le fait à l'arrêt. Fait que c'est prouvé que tu t'améliores si tu le fais bien. Fait que pour répondre à ta question, j'aiderais les jeunes à comprendre comment visualiser, puis à tout ce qu'ils auraient pratiqué physiquement s'il y avait eu des entraînements, des matchs. Mais c'est possible de le faire à la maison. C'est possible de continuer de progresser. Puis ça, d'ailleurs, c'est une grosse technique quand tu es blessé. Parce que souvent, les gens voient une blessure comme étant une pause. Tu fais juste un rehab, puis là, tu vas recommencer où tu étais rendu, fait que tu as perdu 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais la visualisation, c'est énorme. Ben, en fait, c'est énorme pour continuer de progresser, puis c'est même énorme pour guérir. Ça, c'est un autre point. Là. Je bifurque, là, mais c'est prouvé que tu visualises que ton corps guérit, ça guérit. Puis là, c'est pas de l'ésotérisme, là, je veux dire, c'est pas... Ouais, non, c'est la science a magie. prouvé que ça fonctionnait. Fait que la visualisation, là, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment négligé, mais qui fait une différence énorme. Tu sais, vous en avez connu du monde de grands talents qui n'ont pas percé versus du monde de grands talents qui ont percé. Puis, tu sais, le mental, là, pour utiliser un bon terme des boys, ça marche pour vrai, là, tu sais. Fait que c'est ça que j'aurais fait. Mais est-ce que tu penses que on a mis peut-être pas une pression, mais tu sais, j'ai l'impression que à un moment donné, on a dit à beaucoup de jeunes, à beaucoup de joueurs de, tu sais, continue, il y a plein d'affaires que tu peux faire, continue, mais ça reste que, tu sais, continuer pourquoi, tu sais, quand il y a pas de, tu sais, tu l'as dit, là, quand tu as une blessure, tu le sais qu'il y a, ils vont te dire, ouais, tu te fais opérer, tu sais, il y a un échéancier, c'est 2 mois, c'est 6 mois, tu vas revenir, puis là, tu es capable de dire, OK, je vais revenir telle semaine, tu sais que tu travailles pour quelque chose. Mais là, j'ai l'impression qu'on a, tu sais, on l'a fait, je l'ai fait, de dire à des jeunes, tout ce que tu fais, c'est un gain par rapport à celui qui le fait pas, mais ça reste que, tu l'as dit, le mental aussi, là, c'est tough sur le mental de continuer à travailler non-stop quand... Mais je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que les coachs avaient pas plus d'idées, mais mettons, probablement, looking back, la meilleure façon de faire aurait été de travailler sur des aspects. Pas de travailler sur un match, pas de travailler sur une équipe. Tu sais, j'ai vu des organisations qui ont dit, bon, ben, notre match de la première saison, c'est contre le Collège Notre-Dame. Fait qu'on va se préparer pour jouer contre le Collège Notre-Dame. Alors que on ne savait pas, là, tu sais. Fait que là, tu travailles dans le vide avec une crainte. Puis, tu sais, comme dans n'importe quoi, mets-toi des skis, un snow, pars avec une crainte, tu vas être moins à l'aise, tu vas être moins performant. Fait que là, à partir du moment qu'il y a une crainte, une incertitude, tu travailles pas aussi bien. Le corps se protège, là, c'est des mécanismes naturels. Fait que, par exemple, si tu dis cette semaine-ci, on travaille sur perfectionner, je dis n'importe quoi, le cover 4 en défense, ou perfectionner notre motion game en attaque. Tu fais que ça. Nonobstant de Notre-Dame, SSF, le Charles Lemoine, tu sais, il aurait fallu peut-être cibler plus des... Parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est que les jeunes et les équipes manquaient d'objectifs.
Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Il a fallu que tu trouves, puis probablement que certains l'ont fait, là, mais que tu trouves un objectif clair que tu contrôlais dans une situation qui était incontrôlable. C'est vraiment ça. On continue avec une prochaine question. Ça allait mieux. Pas de question. Le meilleur joueur contre qui t'es joué. Ouais. C'est bon, hein? Ouais. Mais tu vois, je me souviens ma première année, justement, on me lance dans l'action. Là, j'étais partant, ressort weak side à McGill. Là, j'étais comme ça, allait vite. Là, j'affrontais les meilleurs débits au Québec. Mais c'est drôle parce que quand je suis arrivé la même année, c'est des noms de notre génération, là, mais quand même, c'est des bons studs. Là. Les Carabins avaient Hamid Mahmoudi. Oui. Puis le Rougeur avait Olivier Turcotte-Letourneau, qui est coach au Rougeur d'ailleurs aujourd'hui. Puis je me souviens, moi j'étais un bon gars de Trois-Rivières, le Diablo. Ces gars-là jouaient à FX puis au vieux, c'était les meilleurs. Il y avait à ce moment-là, il y avait les classements. C'était pas Team Québec, là, mais c'était genre le top 50 des meilleurs joueurs au Québec. Ces gars-là, c'était des gros noms, je les voyais, je les entendais parler. Puis, fait que, au début, c'était comme impressionnant. Puis je me souviens que après ma première année, ça avait été correct contre eux, mais j'ai passé off-season à penser qu'à eux dans mon training. À toutes les fois que ça faisait mal, je pensais à ces deux corners-là. Puis je savais que plus jamais j'allais justement être impressionné par ces gars-là. Je me suis défoncé à l'entraînement en pensant à ces deux gars-là là, non-stop. Puis à ma deuxième saison universitaire, j'ai battu le record de tous les temps du foot universitaire. Puis je sais plus, là, mais je pense que le record est encore... Fait que j'ai eu genre ma plus grosse saison à vie. C'était complètement fou. Au cégep, là, je pense que en 3 saisons, je devais avoir capté, je dis n'importe quoi, là, 23 ballons dans mes 3 années collégiales. Cette année-là, je pense que j'ai eu une game de 18 catchs, de 17 catchs, de 16 catchs. J'ai fini l'année après 8 games avec 72. Ça n'avait aucun sens. Mais je me souviendrai toujours toute ma vie à quel point mon off-season training était basé sur plus jamais j'allais avoir un doute quand les meilleurs allaient se mettre en face de moi. Puis, fait que ça résume peut-être les meilleurs joueurs contre qui j'ai joué, Olivier Turcotte-Letourneau puis Hamid Mahmoudi. Ces joueurs-là sont devenus tes objectifs. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de penser que j'étais pas dans le même calibre qu'eux. Ouais, exact. Parce que si j'étais aligné devant eux, il y avait une raison à partir de ce moment-là. Je me suis souvent fait dire aussi après cette saison, ouais, mais c'est facile, tu joues à McGill. Ouais, mais moi, je joue pas contre McGill, là. Exact. Mes chiffres, je les ai pas faits contre McGill, là. Je les ai faits contre ces gars-là. Là. Ben oui. C'est vrai que c'est bizarre de dire ça. Mais tout le monde me disait ça. Ouais, mais tu joues à McGill. Ouais. Puis, je veux dire, c'est pas contre McGill que je joue. Là. En tout cas, c'est mes souvenirs de première année. On salue les haters. Ouais, c'est ça. Erreur qu'une recrue peut faire. Mettons, erreur qu'un jeune journaliste, là, peu importe l'âge, là, mais d'expérience fait et qu'il peut faire en commençant. Là. Mettons, qu'est-ce que tu dirais au début quand tu as commencé? Ben, honnêtement, de penser que justement que c'est différent que les autres domaines. Parce qu'à partir. Puis de pas vouloir être famous, là. Ça, ce concept-là est lourd là, dans notre société, là, d'être connu. Là. C'est rien être connu. Là. Ben, c'est pas rien parce que ça veut dire que les gens, parfois, peuvent donner une crédibilité à ton opinion, puis viennent voir ce que tu as offert, puis peut-être que tu peux leur donner ce bout-là d'être connu, c'est intéressant. Mais être connu pour être connu, c'est de la bonne merde. Là. Ouais, être reconnu, ça donne rien. Là. Les gens... Bon, regardez, là, OD vient de finir. Les gens ils vont être connus, mais ça change rien. Là. Puis rien contre eux, là, mais ils n'ont pas accompli quelque chose qui peut... Souvent, quand tu arrives dans ce milieu-là, tu t'es tellement fait projeter l'idée que être connu, c'est hot, c'est big, mais c'est pas ça le point. C'est être connu pour tes idées. Puis je reviens à mon point plus tôt. Si tu veux être connu pour tes idées, pour ta job, il faut que tu travailles, man. Je veux dire, tu as 2 choix. Tu as soit de faire comme les autres ou d'être le plus travaillant de ton métier dans ton créneau. Fait que, la télé, c'est rien. Là. Moi, dans la vie, honnêtement, là, je parle à 2 personnes. Habituellement, je parle à un trou noir qui me filme. Ouais, c'est ça. T'es rien, là. Tu fais juste dire ce que tu penses. Oui, les gens écoutent, là, mais ce concept-là, il faut qu'il soit détruit si tu vas avoir du succès dans ce domaine-là, parce que sinon ça tire, moi, je pense, les pires fibres de l'être humain. Là, c'est comme c'est un vice un peu être célèbre. Là, moi, je pense que ce bout-là, il donne pas du bon donner beaucoup de pouvoir et d'influence à quelqu'un.
C'est ça. C'est pas tout le monde qui est capable de bien gérer ça, justement. Ouais. Puis là, c'est ça, des fois. Dans le fond, ça revient à travail fort. Puis... Ouais, ça revient souvent à ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Encore? On continue avec une autre petite question. Autre que le football, comment passes-tu le temps? Mais je fais vraiment... Tu sais, mettons, je suis chanceux, là, vraiment privilégié de parler de sport, là, puis j'aime ça, parler de sport, mais ce que j'aime le plus, c'est faire du sport. Vraiment, là. Puis quand j'ai arrêté de jouer au foot, il a fallu que je continue à bouger. J'ai joué au flag comme tout le monde, puis après, rapidement, j'ai arrêté parce que là, ça faisait trop. Pour plein de raisons, là, on pourrait faire un podcast. crinqués. Ouais, c'est ça. On allait faire un podcast. Il y a des crinqués. Il y en a qui n'ont pas give up sur Non, leur, c'est ça. Le héros du samedi soir là, c'est ça, exact, à Catalonia. Là. Ouais, exact. Tu peux pas être arrogant quand on tourne tous travailler lundi. C'est ça, exact. Là, t'as des mouchoirs qui pendent de tes shorts. Là. Tu peux pas rien faire de big. Là. Anyway. Mais, puis, je me suis mis à faire beaucoup de sport qui me permettait aussi de rester en forme. C'était pas pour être en forme, pour accomplir quoi que ce soit. C'était juste, c'est comme une drogue aussi, là, l'endorphine et tout ça. Fait que je fais vraiment beaucoup de vélo l'été puis de ski de fond l'hiver. Puis j'adore ça. Ouais, puis être dehors, puis bouger, puis me dépasser, puis fait que ski alpin, ski de fond, du vélo, fait que c'est pas mal ça. Quand je travaille pas, je fais du sport, puis je suis quand même chanceux parce que ma copine a fait du sport universitaire aussi, fait qu'elle est un peu dans ce mindset-là, fait qu'on fait beaucoup de sport. Ouais. That's it. Cool. On y va avec une autre question. Yep. C'est juste quand tu fais du ski de fond, il faut que tu deviennes à l'aise de porter des leggings. Mais tu sais, au foot, on portait des leggings, mais avec des shorts par-dessus parce qu'on l'assumait pas vraiment d'être en leggings. C'est ça. Ski de fond, là, tu... OK, là, vous arrivez dans un... OK, en quoi crois-tu? En quoi crois-tu? Je crois que, justement, quand tu fais les choses de la bonne façon, ça va te revenir. Tu sais, c'est un peu, je sais pas c'est quoi, là, le destin, ou un peu plus le karma, là, un peu, là, puis je suis pas du tout, justement, à rentrer dans des grosses philosophies, là, mais dans la vie, tu contrôles une chose, là, tu contrôles, justement, ton effort, puis oui, ça revient à la même affaire, mais tu contrôles ce que tu peux faire pour maximiser le output. Qu'est-ce que tu veux sortir? Ben, c'est toi qui décides. Fait que quand tu fais tout ce que tu peux faire, après ça, tu te sens bien. C'est peut-être le résultat immédiat sera pas exactement ce que tu veux, mais tu te sens bien, puis ça... En fait, l'effort, pour moi, c'est l'opposé des regrets. Fait qu'à partir du moment que tu contrôles ce que tu peux contrôler, après ça, tu n'auras pas de regrets. Puis les regrets, c'est la pire fucking chose de la vie. Oui. Mais c'est le processus aussi. Ouais. C'est de comprendre que même si tu t'accroches à quelque part, ben, ça fait partie de j'allais dire le chemin, là, mais peu importe l'effort que tu mets. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Le chemin, là, c'est tellement un concept important. Là. Pas le chemin de Dieu, là, mais... tu sais, dans le fond... Souvent, puis moi, je pense que c'est important que les jeunes aient ça en tête. Là. On demande aux jeunes qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Puis cette question-là est vicieuse. Parce que là, à 15 ans, tu te fais shooter l'idée qu'il faut que tu choisisses ce que tu veux faire dans la vie. Mais mettons, il faudrait que tu choisisses la prochaine chose que tu vas faire, puis que tu la fasses bien. Fait que là, ton fameux chemin, il va partir d'où t'es vers la prochaine destination. De là, tu choisiras l'autre d'après. Puis là, 10 ans, 15 ans plus tard, tu vas te rendre compte que c'est l'accumulation de 5 petits projets, 5 étapes qui va t'amener à quelque part. Sauf que c'est impossible de savoir c'est quoi la destination. Fait que pourquoi il faut que tu décides? Pourquoi il faut que tu te fasses des plans? Planifie la prochaine année. Puis là, de la prochaine année, tu planifieras l'autre. Puis après ça, souvent, tu te recules, tu regardes en arrière de toi là, quand tu te mets à être un adulte. Puis tu te dis, man, je suis l'accumulation des étapes. Où je suis rendu aujourd'hui, c'est une étape plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre. Fait que si t'avances pas dans ces étapes-là, man, tu seras pas bien plus loin 15 ans plus tard, tu sais. Fait que tu as choisi qu'est-ce que je vais faire à 35, puis à 40, puis à 45. Un instant, choisis ce que tu vas faire cette année, là, puis après ça, on revisera le plan. Là, Ouais, c'est vrai. C'est bien dit. Une dernière? Non. Ouais, ben, je suis pas obligé. La dernière. Oh, elle est barrée, celle-là. Ton meilleur livre de football? Ou de sport en général. Quel livre? J'ai vraiment aimé Swing Your Sword. C'est le livre de Mike Leach, qui est maintenant, je pense, à Washington State. C'est lui qui était à Texas Tech, quand Texas Tech
quand Texas Tech est devenu complètement fou, là, puis Michael Crabtree, qui a joué dans la NFL, il a genre tout battu record. Son livre est fou parce qu'il est complètement différent, là, mais c'est vraiment un bon livre de foot. Puis il y a le livre de Urban Meyer, qui était à Ohio State et à Florida, qui est maintenant analyste. Souvent, là, dans le fond. ce livre-là. Ouais, Above the Line, je ne me trompe pas. Là. Ce concept-là, Above the Line, c'est complexe. Je penserais pas, je ne l'expliquerai pas là, mais c'est vraiment 2 bons livres de foot. Il y en a plein, là, il y en a plein. Les livres de Belichick sont super bons aussi, là, mais moi, je dirais ça. Swing Your Sword, puis Above the Line. Mon anglais n'est pas bon, je ne leur dirai pas, mais... Ouais. C'est pas facile, là, Swing the Sword. Swing Your Sword. Pour terminer, je vais te demander de compléter ma phrase suivante en regardant cette caméra-là. Je m'appelle Charles-Antoine Sinotte et je suis... Je m'appelle Charles-Antoine Sinotte et je suis un énorme fan de foot, puis je suis privilégié de pouvoir gagner ma vie avec un sport qui m'a donné à peu près tout ce que j'ai aujourd'hui. Merci beaucoup, Charles-Antoine. C'était vraiment très apprécié. Vraiment. On a eu l'occasion de voir une facette que t'as pas nécessairement le temps ou c'est pas nécessairement pertinent de projeter à la télé. Ouais. Fait que je suis sûr que les gens vont trouver ça intéressant. Merci à vous, man. C'est cool que vous faites mettre de l'avant justement l'autre côté de la médaille. Puis, c'est une culture, le foot au Québec, mais chapeau à vous pour mettre ça en lumière alors que souvent... On essaye. C'est 100% notre projet de quarantaine à nous. En fait. C'est 100% notre projet de quarantaine. Bon, parfait. On essaie en tout cas. Merci beaucoup. Puis on finit l'épisode comme ça. That's it. Fait qu'un autre épisode de fini cette semaine. Tu t'es rendu jusqu'à la fin. J'espère que tu as appris un peu plus du parcours de notre invité. Puis là, tu te demandes comment tu peux nous encourager. C'est super simple. Tu t'abonnes à la page YouTube. Tu nous laisses rating sur ta plateforme de streaming de podcast préférée. Un commentaire. Tu le partages avec tes amis. Plein de façons gratuites de nous encourager qui prennent pas beaucoup de temps. Aussi, si tu veux encore plus nous encourager, on est rendu avec un Patreon. Donc, tu as le lien en bas de la description du vidéo ou de la version audio. C'est super simple, tu cliques, ça va t'amener à toute notre page de ressources avec lesquelles tu peux nous aider. Sinon, partage-le avec tes coéquipiers, tes amis qui jouent au foot, tes collègues coachs, le coach de ton équipe. Partage l'épisode si tu l'as aimé. Puis si tu as des suggestions d'invités pour nos prochains épisodes, écris-nous en privé, on va te répondre, c'est sûr. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine pour un autre parcours d'un intervenant dans le milieu du football québécois.